vous propose, ainsi qu'au président Olivier Labou, de rejoindre les places premier rang qui vous sont destinées pour suivre cette table ronde. Et j'invite maintenant les participants de cette table ronde à bien vouloir me rejoindre, ainsi que notre grand témoin, et à s'installer avec moi aux places qui leur sont attribuées. Alors, pendant qu'il s'installe, j'en profite pour vous donner 3 informations. La première, c'est que vous, public de cette table ronde, vous allez pouvoir suivre ces débats et vous allez même pouvoir réagir sur Twitter via le hashtag JS2014 qui apparaît tout en haut à droite sur l'écran. La deuxième information, c'est que cette table ronde va être enregistrée et sera diffusée prochainement sur la Web TV de l'Université de Nantes. Alors, je présente toutes mes excuses aux puristes de la langue française, mais on m'a bien précisé qu'il fallait prononcer Web TV, et comme vous avez compris que je suis animateur stagiaire en formation, je respecte scrupuleusement les indications qui me sont données. Enfin, cette table ronde se déroulera en 2 temps. Un premier temps de prise de parole de nos invités, avec les réactions, ensuite, et les observations de notre grand témoin. Et puis un temps aussi pour vos questions, enfin, et la clôture de cette table ronde devrait intervenir vers 20h15, certains de nos invités ayant des impératifs horaires. Alors, avant de vous présenter plus avant nos invités, je veux d'abord tous les remercier très sincèrement d'avoir accepté de participer à cette initiative de l'Université de Nantes. Nous sommes à la fois très heureux et très honorés de les accueillir. Alors, à dire vrai, nous sommes 2 ici à les accueillir ce soir, car avec moi, à l'autre extrémité de notre demi-cercle, se trouve Renaud Clément. Renaud Clément est mon collègue à l'Université de Nantes. Il est médecin légiste, il est membre du bureau de l'Institut universitaire nantais de criminologie. Et il a organisé d'ailleurs ce matin un colloque tout à fait passionnant, issu de sa pratique et de ses travaux, mais je devrais dire maintenant de nos travaux, sur la garde à vue. Sur ce temps très particulier de l'enquête, les regards croisés des juristes, des sociologues, des médecins sont très précieux et il a été notamment question, je le dis à l'attention de notre grand témoin, il a été notamment question de la garde à vue des mineurs. Sur laquelle nous menons, avec des étudiants, des travaux de recherche. Et des travaux de recherche sociologiques, juridiques, médicaux. Et puis cet après-midi, Renaud Clément a présenté devant un public composé notamment de lycéens ce qu'est l'activité d'un médecin légiste. Et nous avons eu 2 autres conférences sur la question des rapports entre police et justice et sur aussi les soins. Alors, à côté de Renaud Clément, Alain Blanc. Bonsoir Alain Blanc. Alain Blanc est magistrat honoraire, mais il assure toujours des fonctions de magistrat puisqu'il préside la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté à Lille, c'est-à-dire la commission qui est chargée de donner des avis sur les mesures de sûreté qui peuvent aller jusqu'à la privation de liberté et qui sont mises en place alors qu'un condamné a exécuté sa peine. Il a présidé pendant de nombreuses années la cour d'assises, l'une des cours d'assises à Paris, et c'est aussi, et c'est bien sûr en cette qualité aussi que nous le recevons ce soir, le président de l'Association française de criminologie. Alors, à sa droite, Martine Kaluzinski. Bonsoir Martine Kaluzinski. Vous êtes directrice de recherche au CNRS, à l'IEP de Grenoble, chercheur au laboratoire, un laboratoire de recherche en sciences sociales qui s'appelle le Pacte. Alors le Pacte pour politique publique, action politique et territoire. Et vous êtes une spécialiste de l'histoire criminelle et c'est notamment sur ce point que nous vous entendrons. Alors au centre, notre grand témoin, Pierre Jox. Pierre Jox qui est ici
à plus d'un titre. Merci de votre présence. Premier métier de Pierre Joxe, c'est magistrat à la Cour des comptes, juridiction dont il a été ensuite le premier président. Pierre Joxe a été entre autres postes ministre de l'Intérieur et les réformes qu'il a menées à ce poste ont marqué, on peut le dire. Pierre Joxe a été membre du Conseil constitutionnel, ainsi que le président de la Boule l'a rappelé tout à l'heure, et enfin, depuis quelques années, il est avocat. Il est avocat et un avocat qui a choisi de se consacrer à la défense des mineurs, puis de s'intéresser aux juridictions sociales et aux questions d'accès à la justice et au droit que posent notamment ces juridictions. Et il a tiré de ces deux immersions deux ouvrages, deux livres que je vous conseille vivement. Pas de quartier, point d'interrogation. Je savais que ce point d'interrogation vous tenait à cœur, Monsieur Joxe. Délinquance juvénile et justice des mineurs. Et le dernier sur les juridictions sociales, soif de justice. À sa droite, Christine Lazerge. Christine Lazerge, bonsoir. Christine Lazerge, vous êtes aujourd'hui présidente de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Et à ce titre, votre commission donne des avis toujours examinés avec beaucoup d'attention par le monde des juristes, le monde de la recherche, sur les différents projets de loi qui peuvent concerner de près ou de loin les droits de l'homme. Vous êtes professeur émérite à des universités, vous avez enseigné à Pau, à Montpellier, à Paris 1, et vous dirigez une revue qui s'appelle Archives de politique criminelle. Et puis, il faut le dire aussi, vous avez été députée, vice-présidente de l'Assemblée nationale, et à ce titre, vous avez été l'un des principaux artisans d'une loi importante, la loi du 15 juin 2000 sur la présomption d'innocence et les droits des victimes. Enfin, à mes côtés, André Vallotton. Bonsoir André Vallotton, vous êtes suisse, vous venez donc de très loin aujourd'hui, merci infiniment quand même. André Vallotton est d'abord un acteur de l'administration pénitentiaire dans son pays. Il est ancien directeur du service pénitentiaire du canton de Vaud. Il enseigne la pénologie à l'université de Lausanne. Il est donc aussi l'un de nos collègues et il est expert auprès du Conseil de l'Europe, l'Europe des 47, donc, sur la problématique pénitentiaire. Alors, vous avez compris, mesdames et messieurs, que pour répondre à notre question, la criminologie, pour quoi faire, en 3 mots, nous avons sollicité des femmes et des hommes de très grande qualité qui ont exercé des responsabilités très diverses, vous l'aurez noté, souvent multiples, et ils ne sont pas des experts de plateaux télévisés. Aucun d'entre eux ne s'autoproclame criminologue, et pourtant, grâce à eux, nous allons aborder, je crois, sous des angles multiples, cette question complexe, comme l'a dit le président Labou. Alors, je vais commencer par m'adresser à Alain Blanc et lui poser une première question sur laquelle il pourra nous donner des explications. Pourquoi en France, une association française de criminologie? En 2 mots, qu'est-ce que c'est? Et puis je voudrais ensuite, Alain Blanc, que vous nous donniez votre avis sur la question de savoir pourquoi la criminologie constitue un enjeu de connaissance pour la justice. Et est-ce qu'il faut, à partir de là, selon vous, développer la recherche en criminologie en France? Et de quelle façon? La situation française est un peu particulière. Nous n'aurons peut-être pas le temps de rentrer dans toute l'histoire de cette question aujourd'hui, mais je crois qu'il fallait commencer par poser un peu les choses de ce côté-là. Alors l'AFC, qu'est-ce que c'est? Et la criminologie en France, qu'en pensez-vous? Bon, je vais essayer de répondre à ces questions qui, effectivement, sont difficiles, bien qu'elles soient traitées depuis des décennies. Mais je voudrais d'abord prendre le relais du président de l'université et dire mon bonheur d'être ici, bonheur ou plaisir, j'expliquerai un petit peu pourquoi après, compte tenu des liens que l'AFC entretient avec Nantes depuis un certain nombre d'années. Alors, bon, pour définir l'AFC, je vais reprendre simplement son histoire et le nom de ses différents présidents, parce que je pense que ça parlera encore plus qu'un discours plus théorique. L'association s'est créée dans les années 60 et ses présidents, je vais les citer, successifs, j'en oublierai peut-être, mais en tout cas traduisent bien
ce que le président de l'université a évoqué tout à l'heure, à savoir cette revendication, ce souci de pluridisciplinarité, puisque le premier que je cite, c'est Yves Roumajon, qui est un grand psychiatre spécialiste d'ailleurs de la délinquance des mineurs également. Je me souviens en tant que juge des enfants de lui avoir confié une expertise, et qui a été membre de la commission de révision du Code pénal. Raymond Gassin, avec qui j'ai toujours des contacts, qui est professeur de droit et auteur du traité de criminologie, qui est réactualisé, réédité régulièrement chez Dalloz. Jean Susini, qui était commissaire divisionnaire de police à l'époque. Marcel Collin, grand psychiatre de Lyon. Pierrette Poncelat, professeur de droit à Nanterre. Pierre-Victor Tournier, démographe. Philippe Potier, directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation, qui est actuellement le directeur de l'École nationale d'administration pénitentiaire. Je suis le premier magistrat. Bon. Voilà, donc cette énumération des professions et des disciplines pratiquées est importante. L'identité de notre association résulte de la même manière du fait que nous regroupons des psychiatres, des psychologues, des travailleurs sociaux, des directeurs de prison, peu de policiers et de gendarmes, je ne vais pas reprendre le débat qui avait lieu tout à l'heure, mais des chercheurs, des universitaires, des enseignants, des associations de bénévoles, de visiteurs de prison, qui sont intéressés par les questions pénales et qui travaillent, y compris d'ailleurs dans les collectivités territoriales, sur des contrats locaux de sécurité, par exemple. Et nous ne sommes pas uniquement sur les aspects psychologiques ou psychiatriques du sujet et de la criminologie. Alors, quels sont les liens en France entre l'université et ceux qui sont sur le terrain et qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de mettre en œuvre ces savoirs? D'abord, je vais l'illustrer justement par ma réponse à la question du pourquoi je suis heureux d'être ici. Je me souviens que le premier colloque que j'ai organisé, en tout cas depuis 2007 où je suis président de cette association, c'était avec le département de Jean Danet, de Virginie Gautron et Soisy-Clorvellec. Et curieusement, ce sujet, c'était criminologie et politique publique, dont parlait Madame la représentante du Conseil général tout à l'heure. Et il me semble que mon bonheur vient non seulement du fait que je viens ici, mais du sens qu'a l'inauguration de la structure qu'est l'UNIC. C'est-à-dire que j'entends dire par les psychiatres de l'AFC, par les juristes de l'AFC, ou par les autres professions, que la criminologie, telle qu'elle est enseignée en France, elle est adossée à une discipline, principalement au droit, dans les instituts de sciences criminelles, ou alors à la psychiatrie. Mais c'est la première fois, c'est une novation, et pour moi c'est un moment important, pour notre association c'est un moment important que vous ayez choisi de vous adosser à l'ensemble de l'université, que vous ayez convaincu l'ensemble de l'université de ce que c'était la bonne stratégie pour effectivement assurer cette pluridisciplinarité. Donc pour moi, d'une certaine manière, c'est la concrétisation de ce qui était, pas une utopie, mais en tout cas un projet dont on n'imaginait pas qu'il allait pouvoir voir le jour, compte tenu des débats de ces dernières années sur lesquels je reviendrai. Alors, pourquoi la criminologie constitue-t-elle un enjeu de connaissance pour la justice et faut-il développer la recherche en criminologie en France et de quelle façon? Je vais vous faire un aveu. Quand j'ai adhéré à l'AFC en 2007, non, bien avant 2007, je préside depuis 2007, mais dans les années 1990-95, on me posait la question de savoir ce que c'était que la criminologie, j'étais incapable de la définir. Je ne savais plus ce que c'était. J'avais appris en fac de droit, et je pense que d'une certaine manière, si je suis devenu magistrat, c'est grâce à l'enseignement de la criminologie, puisqu'il s'agissait non seulement d'appliquer la loi, mais de l'appliquer en connaissant les gens, en connaissant les territoires sur lesquels ils avaient commis les faits, en essayant de comprendre le crime. Et donc, je m'en suis sorti pendant des années en disant, bon, écoutez, disons que c'est l'ensemble des disciplines qui concourent à l'intelligence du crime. C'est toujours ça, mais ça commence à prendre des formes un tout petit peu plus structurées, et je pense qu'on va pouvoir avancer. Alors, j'ajoute, Jean ne m'en voudra pas, parce que c'est un échange de mails récent qui m'a amené à l'évoquer, que les débats que nous avons là ne sont pas seulement des débats français. La situation française est particulièrement crispée, mais elle se pose ailleurs. Je parlerai de Denis Lafortune tout à l'heure, mais il se trouve que j'ai reçu avant-hier un courriel d'un professeur de droit qui, justement, était dans notre colloque sur criminologie et politique publique, et que je vais lire parce que vous comprendrez.
acceptes-tu d'intervenir dans le séminaire interdisciplinaire d'études juridiques de l'Université Saint-Louis sur le thème suivant? Saint-Louis, Bruxelles, merci. Bon, pourtant, à Douai, j'aurais dû mieux connaître la Belgique. Bon. Quelle formation, alors le sujet sur le thème suivant, quelle formation et quelle recherche pour quel non-juriste et pour quel droit? À partir des débats sur l'instauration de la criminologie comme discipline en France, en quoi est-ce que l'accolement de la criminologie au droit, aux facultés de droit, pourrait être une troisième voie entre la pure sociologie de la déviance d'un côté et la création d'une criminologie gestionnaire et sécuritaire de l'autre? Est-ce que le droit ne peut pas faire barrage à un glissement vers une criminologie de type purement administratif? Je lui ai fait une réponse qui m'est venue dans les 10 minutes qui suivaient. La voici. Je suis d'accord, mais en renversant ta proposition. La mienne est celle-ci. En quoi l'absence de criminologie dans l'enseignement du droit pénal induit-il une production judiciaire, gestionnaire et sécuritaire? Et je lui ai proposé de travailler avec Jean Danet. Il m'a répondu, on y va. Voilà. Donc ce débat, il n'est pas franco-français, mais il se pose dans des conditions un petit peu particulières en France, car le mot criminologie lui-même est un mot que je qualifierais de mot oursin, dans la mesure où on prend des tas de détours pour essayer de ne pas l'utiliser. Alors, pourquoi on en est là? Il y a des tas d'hypothèses qui, à mon avis, d'ailleurs, mériteraient d'être travaillées, qui tiennent à l'histoire de la France, qui tiennent d'une certaine manière, Isabelle Dréan-Rivette, qui je crois a enseigné ici, l'explique dans un petit opuscule par rapport à la différence au Canada, et un directeur d'administration pénitentiaire qui a fait un stage au Canada me l'avait expliqué, il m'a dit « J'ai compris pourquoi vous avez mis en France, après l'élection de François Mitterrand et la politique de Badinter, la politique de décloisonnement, c'est-à-dire d'accès au droit. Je pense que c'est une idée du siècle des Lumières. Au Canada, ils n'ont absolument pas la même philosophie et la même histoire. Ils sont plutôt sur la création d'institutions qui adaptent les personnes au vivre ensemble. » D'où, effectivement, tout un débat auquel j'ai participé dans les années 70, après, heureusement, et là je ne remets pas du tout en cause Michel Foucault, mais après tout ce qui en a été dit sur la stigmatisation de tout ce qui pouvait ressembler à du contrôle social, et en particulier au comportementalisme. Il y a donc là un débat, je dirais, de sociologie politique, d'histoire, sur lequel je pense Martine Kaluzinski pourrait, enfin en tout cas, connaît mieux la question que moi. Il y a un autre élément qui a été évoqué dans sa contribution à la conférence de consensus par Martine Herzog-Evans, mais elle n'est pas la seule à l'avoir évoqué à l'époque, c'est la place qu'a tenue la psychanalyse en France et par conséquent la clinique dans l'ensemble du traitement des déviances, qui est effectivement particulière par rapport à d'autres pays. Bon, tout ça n'a pas été complètement inventorié, mais ce qui est sûr, c'est que dans les 10 dernières années, nous avons été confrontés à quelque chose qui, à mon avis, explique quand même ce retard de 10 ans. La première chose, c'est le fait qu'on a eu une politique pénale de 10 ans uniquement fondée sur la dissuasion, et donc sur le refus d'essayer de comprendre, puisque essayer de comprendre, c'était excuser, on entend encore ça dans les débats actuels. Et un deuxième phénomène, plus pervers, plus complexe, qui est le fait que, je m'excuse, je suis très flatté d'être dans des locaux universitaires, mais je pense que l'université française et les universitaires ont d'une certaine manière suivi tout ce qui a pu être dit sur l'analogie ou le parallélisme, voire l'identification de la criminologie à Alain Bauer et à tout ce qu'il pouvait développer autour des menaces publiques. Donc on avait d'un côté la menace des individus dangereux et des menaces publiques, et pas beaucoup de place pour la criminologie. Voilà, bon, je crois que tout ça devra être retravaillé, mais il faut déjà que je... Oui, bon. Alors, je vais citer un exemple pour les étudiants quand même, un exemple de pratique professionnelle. Je me souviendrai toute ma vie d'une affaire d'assises à Auxerre pour une affaire de viol collectif qui avait été commis à Sens par 4 ou 5 gamins dans les caves d'une cité HLM, les victimes étant 2 ou 3 jeunes filles de la DAS. Je revois ce procès avec ces 4 garçons et ces 3 filles qui avaient manifestement des tas de choses en commun, ne serait-ce que la misère dans laquelle ils vivaient chacun les uns proches des autres, et où on a passé notre temps à entendre des expertises psychiatriques sur les 4 garçons et sur les 3 filles, qui n'avaient strictement aucun intérêt par rapport au problème qui était posé, qui était celui de la vie collective des jeunes dans cette cité. Le sujet n'a jamais été abordé.
Et c'est là où on voit qu'en France, bon, la psychiatrie, tant mieux, elle a contribué à des tas de progrès au niveau de la justice pénale en particulier, mais la sociologie est indispensable, et on n'en fait pas. On n'en fait pratiquement pas dans la justice pénale. Donc, toutes les disciplines peuvent être utiles, et il est absolument indispensable donc de recourir, à mon sens, à la criminologie. Alors, on est dans une phase un petit peu nouvelle. La conférence de consensus a ouvert des brèches, je pense, pour qu'on puisse réamorcer un petit peu un certain nombre de choses, puisqu'on se pose enfin la question de l'efficacité de la peine. On se pose même, dans certains pays, la question de savoir, ça a été dit tout à l'heure, si la prison ne coûtait pas trop cher et si finalement un investissement sur les stratégies et les services de milieu ouvert ne ferait pas faire des économies, non seulement parce que ça serait plus efficace, mais parce que ça coûte moins cher. Toujours est-il que ce que nous défendons, nous, et d'une certaine manière, ça serait presque ce que j'aurais envie de vous proposer de travailler dans votre institut dès maintenant. Nous travaillons sur un concept qui répond aux questions que je pose ou que j'identifie comme étant un obstacle à l'introduction de la criminologie ou en tout cas à son développement. Notre idée, c'est qu'on peut concevoir une criminologie d'émancipation. Quand je dis émancipation, c'est émancipation du sujet, c'est-à-dire du délinquant. Parce qu'effectivement, il faut le prendre en charge, il faut essayer de comprendre ce qui se passe et il faut l'en sortir. Émancipation de la victime. Je me souviens de débats avec Geneviève Guccelli-Delage et des réponses belges sur la question de comment sortir la victime de son statut de victime. Ce sont des questions complexes, mais qui touchent à la question de l'émancipation. Émancipation des institutions, de la police, de l'administration pénitentiaire, de la justice elle-même. Je pense qu'il y a des progrès à faire dans ce domaine. Et ce concept d'émancipation me semble relativement porteur pour démontrer qu'en France, on peut se colter un certain nombre de questions autour de l'efficacité, y répondre en termes d'émancipation et faire une criminologie, ou concevoir une criminologie qui ne soit pas de contrôle social ou uniquement de socialisation, d'insertion. Enfin, d'insertion au sens contrôle social. Alors, comment ça peut se faire ? Ça peut se faire comme vous commencez à le faire, me semble-t-il, ici, parce que la grande découverte que j'ai faite avec la rencontre de Denis Lafortune au cours de notre dernière Assemblée générale, c'est que contrairement à ce que dit Laurent Muchelli, le rassemblement des disciplines à l'intérieur de cette discipline unique que serait la criminologie pose sans doute des problèmes anthropologiques sur lesquels moi je ne vais pas me pencher, et je ne parle pas des problèmes de section de CNU et tout ça. En revanche, ce qu'il nous dit, c'est qu'en ayant une structure au sein de laquelle les différentes disciplines sont représentées, se confrontent elles-mêmes, travaillent sur le fond de la production des disciplines, mais aussi sur les formations des gens qui les mettent en œuvre. En étant confrontés ensemble dans une même structure, ils se posent des questions qu'ils ne se poseraient pas s'ils restaient chacun de leur côté. Et je pense que c'est ça le pari qui est tout à fait important. Alors voilà, je crois que je n'ai pas besoin d'en dire beaucoup plus. Je pense qu'il faut maintenant admettre... Alors ça, c'est mon histoire, je veux dire que j'ai vécu quand je suis arrivé à l'administration pénitentiaire avec cette idée qui était tenue par les médecins, par les psychiatres, pas ceux qui travaillaient en milieu pénitentiaire, parce que ceux-ci y sont engagés, mais aussi par certains travailleurs sociaux, de cette idée absolument fantastique selon laquelle il faut attendre la demande du délinquant pour le prendre en charge. Je veux dire, ça n'est pas sérieux, c'est irresponsable. Et je ne vais pas redire ce que disait Yannick Guillaume tout à l'heure de manière absolument parfaite. Il faut aller chercher un certain nombre de gens, non seulement pour les aider parce qu'ils en ont besoin, ils ne sont pas en état de venir tout seuls, et d'autre part, il faut nous-mêmes mener des politiques volontaristes avec des outils à définir. Et on peut, en France, définir des outils criminologiques qui ne soient pas attentatoires aux libertés individuelles. Je comprends qu'il faut que je m'arrête là. Donc, j'attends beaucoup de l'unique pour aller dans le sens de la criminologie d'émancipation. Merci beaucoup. Merci Alain Blanc, merci. Je vais maintenant me tourner vers... C'est pas possible de le faire sans l'université. Je l'ai écrit en gros rouge, là je l'ai sauté. Forcément avec l'université. Sinon c'est de la criminologie d'école professionnelle. Et c'est pas ça qu'il faut. Il faut que ça soit à l'université d'abord. La précision est d'importance. Je me tourne maintenant vers Renaud Clément. Les conférences de cet après-midi et une partie aussi de la table ronde de ce matin montrent que la criminologie, ce sont aussi des applications des sciences dures, comme on dit, de la physique, de la biologie, de la médecine aussi,
application à la justice pour la résolution des crimes et des délits. Et c'est ce qu'on appelle dans de très nombreux pays, et maintenant en France, mais pas depuis très longtemps, les sciences forensiques. Alors, je voudrais que Renaud Clément nous dise un peu aujourd'hui quelle est leur importance et qu'il puisse nous donner quelques exemples. Nous ne pourrons pas parler de tout ce soir, sûrement pas, mais quelques exemples de leur développement, parce qu'il faut aussi faire entrer à notre sens cette question, on la retrouvera tout à l'heure sous une autre forme. Il faut faire rentrer cette question. Il n'y a pas dans la criminologie que les sciences humaines et sociales, il y a aussi des applications des sciences dures et il faut en parler. Bien, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de l'Université, Monsieur le Président, Madame la Procureure, vous allez me permettre d'être un petit peu léger pendant quelques temps, de feuilleter le programme de télé, de constater que sur une chaîne dans les 80, à 2h du matin, eh bien, il y a un épisode du commissaire Maigret. Maigret est appelé parce que le châtelain vient d'être découvert dans son lit mort, avec le visage ensanglanté. Tout le monde est passé, le personnel du châtelain, la famille du châtelain, le maire, les policiers qui ont appelé effectivement Maigret, et ont tous, comme Maigret, constaté que quand on appuie sur le crâne, eh bien, il y a un enfoncement crânien. Le même jour, sur TF1, M6, on a les experts, Miami, les experts de je ne sais pas quelle ville américaine. Et là, eh bien, on vient de découvrir un cadavre qui, étant dans une pièce un petit peu abandonnée, dans un camp militaire, les GI viennent de faire cette découverte. Et là, effectivement, eh bien, la scène de découverte est sanctuarisée. Il y a des banderoles qui interdisent à toute personne de s'approcher de cette scène de crime. Dans cette scène de crime, on trouve des personnages un petit peu bizarres, puisqu'ils sont tout blancs, vêtus de casaques, ils ont des masques, ils ont des protections, ils sont armés d'appareils photographiques, de coton-tige, d'appareils, d'instruments qui vont faire des prélèvements. Et enfin, un épisode de plus de savoir eh bien, qui c'est, comment a été tuée cette personne. On a, je dirais, dans ces deux exemples, tout l'apport des sciences qu'on appelle forensiques, ça c'est le terme américain, mais c'est surtout les sciences judiciaires. Finalement, eh bien, au travers de deux époques, on voit à la télé tout l'apport de ces sciences judiciaires. Alors je vais les retracer un petit peu pour vous montrer eh bien, l'écart qui fait succès à la télé, parce qu'effectivement, elles ont un grand succès, et de retracer un petit peu eh bien, l'évolution de ces sciences dures sans les développer. Alors la plus exceptionnelle, c'est la génétique. La preuve génétique, la signature biologique que l'on peut découvrir sur l'exploitation du cadavre et permettre eh bien, de mettre en cause un individu qui a été au contact avec ce cadavre. Cette génétique est exceptionnelle puisqu'elle permet de découvrir cette signature biologique, et même lorsque cette signature biologique est incomplète, eh bien, elle arrive à déterminer eh bien, quelle est la personne ou les personnes qui ont été au contact avec ce corps. Elle est tellement exceptionnelle parce qu'elle a résolu des problèmes d'histoire. Est-ce bien le corps de Louis XVII dans cette tombe? Est-ce bien la tête d'Henri IV? Est-ce bien, eh bien la personne qui pense être une des filles du tsar Nicolas II? Est-ce qu'effectivement, eh bien, il y a une filiation? Exceptionnelle, fantastique, cette science. Il y a aussi une science qui se développe, celle de prélever des tissus. Là, on n'a pas la preuve biologique, on a une preuve textile. Donc, on va faire des prélèvements sur le corps permettant de mettre en contact eh bien, un individu qui portait tel type de vêtements et qui a déposé, sans le savoir, des fibres sur le corps de la personne. On en a parlé cet après-midi, la morphoanalyse. La morphoanalyse, c'est les projections de sang. C'est toute cette science qui va étudier eh bien, la vélocité des coups, qui va essayer de décrypter d'une façon un petit peu négative, comme une photographie négative, la façon dont les coups ont été donnés, la façon dont la victime a été frappée, la façon dont les protagonistes se sont trouvés lors eh bien, de cette altercation. C'est une science exceptionnelle qui s'est développée sous l'effet Dexter. Alors il y a aussi la médecine légale. La médecine légale, il y a plusieurs branches. Il y a l'odontologie médico-légale, cette science dentaire qui permet eh bien, d'identifier des personnes, qui permet même de donner des âges et qui de temps en temps va plus loin. Science qui, eh bien, effectivement, simple, par l'examen clinique, radiographique, permet d'apporter des éléments d'identification.
Dans cette source d'identification, il y a également l'anthropologie. À partir d'os, à partir de squelettes, eh bien, on peut découvrir quelle est la personne, son âge, son sexe, sa taille, son poids, qui sont des éléments importants dans l'enquête. Il y a d'autres sciences. Il y a également la psychologie. Alors, je sais que la personne qui est à côté de moi n'aime pas ça, mais c'est vrai qui n'a pas été fasciné par les profilers, ces gens qui, aux États-Unis, eh bien, en étudiant la scène de crime, vont pouvoir décrypter la psychologie de la personne qui les a commises. Et les profilers aussi, ce sont des gens qui sont derrière la glace vitrée, dans laquelle eh bien, un individu est interrogé pour analyser la psychologie du mis en cause, la façon dont il va falloir lui poser ses questions, la façon dont il va répondre, afin d'essayer eh bien, de le mettre en contradiction. Il y a maintenant de plus en plus la radiologie, le scanner, ce qu'on appelle la virtuo-autopsie, c'est-à-dire eh bien, ce que vous avez pu voir sur la table, qui est imaginé par les coupes du cadavre. Eh bien, à travers ce scanner, on va pouvoir examiner sous toutes ses formes, sous toutes ses coutures, le corps. Est-ce que les médecins légistes sont toujours utiles, sachant que sans incision, on va à l'intérieur du corps? Il y a également d'autres sciences, la toxicologie, qui permet eh bien, d'étudier si la personne était soumise à des toxiques. Cette toxicologie a fait d'énormes progrès, puisque à partir d'analyses, on peut déterminer une dynamique de la consommation, de l'administration des produits toxiques. Et même pour les corps qui sont vraiment dégradés, où ils n'étaient plus capables de faire quelque chose, eh bien la toxicologie va essayer de découvrir ces substances. C'est vraiment des choses très importantes, c'est la science dure qui s'est développée. Et puis, il y a également eh bien, la médecine légale, celle que l'on pratique, l'autopsie, avec des incisions, des prélèvements de plus en plus nombreux pour alimenter l'ADN, pour essayer de découvrir des traces, pour prélever des organes, pour aller encore un peu plus loin dans l'investigation. Après le coup, combien de temps la personne est restée en vie? Est-ce que vraiment ce coup est mortel? Est-ce que d'autres n'étaient pas mortels? Donc toute l'étude, si vous voulez, des éléments médico-légaux, cliniques, permet une avancée de répondre à des questions sur les causes, les circonstances de la mort, la datation de la mort. Ça, c'est le médecin de l'ombre. Il y a d'autres investigations dans le domaine de la criminologie, mais je vous ai retracé celles qui étaient les plus importantes, celles qui fascinent, qui sont à l'origine du succès des émissions télévisées. Alors, toute cette évolution eh bien, a totalement modifié la scène de crime. On ne représente plus du tout eh bien, les séries télévisuelles comme eh bien, un épisode de Maigret. Donc, ça fascine. Et finalement, l'enquête est un petit peu au second plan, puisque ce qui intéresse dans ces séries, eh bien, c'est toute la recherche scientifique, c'est toutes les réflexions de ces experts qui finalement prennent le pas sur eh bien, le déroulement de l'enquête. Finalement, nous avons la réalité et nous allons donner à la justice cette réalité. Alors, on peut se poser la question, est-ce que finalement le crime parfait n'existe plus? Impossible de faire le crime parfait compte tenu du développement de ces sciences judiciaires, de ces sciences dures, de cette preuve que peut apporter eh bien, toutes ces investigations techniques. Pour autant, et ça va être la conclusion de mon propos, parce qu'effectivement le temps tourne, en tant qu'expert judiciaire et en tant qu'expert amené à déposer aux assises, j'ai constaté une chose, c'est que toute cette réalité que l'on donne aux magistrats, tous ces éléments de preuve, eh bien, ne remplacent pas finalement l'aveu. Finalement, cette réalité est là pour aider les enquêteurs, pour aider les magistrats à mettre effectivement en contradiction ce que dit le mis en cause afin d'obtenir ces aveux. Car en fait, si ces sciences judiciaires permettent le développement de la justice, et de temps en temps, on a l'impression que c'est plus ces sciences judiciaires qui jugent que la justice, il n'en reste pas moins que l'aveu, cette parole, est finalement la preuve ultime, celle qui est recherchée. Et c'est pourtant paradoxal, parce que finalement, cette parole humaine est tellement importante, mais ce que disait Stendhal dans cette maxime, c'est que finalement, la parole a été donnée à l'homme pour cacher sa pensée, et que les sciences judiciaires ne sont simplement là pour essayer de lui dire « ben non, la pensée est cachée, donc maintenant il faut révéler la vérité ». Merci. Merci Renaud Clément.
Finalement, c'est le médecin légiste qui est foucaldien et qui rappelle que l'aveu, c'est tout à fait essentiel dans le rituel judiciaire et que même quand on a les preuves scientifiques, eh bien, certains considèrent que le rituel n'est pas parfait, quand l'aveu n'est pas venu, n'est-ce pas? C'est le sens de votre propos. On peut condamner pour autant sans aveu, n'est-ce pas? Je rassure le public. On a même condamné sans cadavre il y a peu de temps, donc voilà. Ça va être compliqué, Alain, tout à l'heure. Je te promets, je reviendrai là-dessus. Alors, je me tourne maintenant vers André Vallotton. On va maintenant se placer après la condamnation, justement, après le jugement. Et en matière pénitentiaire, le Conseil de l'Europe, le Conseil des 47 pays du Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe prend et a pris des recommandations très importantes, car elles ont inspiré d'abord la plupart des législations européennes, et elles continuent d'inspirer le législateur, et puis aussi elles irriguent la pensée de la Cour européenne des droits de l'homme, qui, rappelons-le, est l'instance chargée du respect de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, signée par ces pays du Conseil de l'Europe. Alors, André Vallotton, vous qui présidez un comité d'experts du Conseil de l'Europe sur ces questions pénitentiaires, est-ce que les travaux des experts du Conseil de l'Europe ont besoin de la criminologie? Autrement dit, est-ce qu'on peut faire seulement, au fond, avec ce que l'on appellerait familièrement les technocrates, est-ce qu'eux seuls peuvent penser l'évolution des règles pénitentiaires, ou est-ce qu'on a besoin d'études, de quel type d'études, notamment sur la question des prisons, sur leur évolution, et puis peut-être que vous nous direz au passage, parce que c'est toujours intéressant de l'entendre, comment, s'agissant de la prison, vous percevez la situation en France. Nous sommes parfois tentés de penser que nous sommes les seuls confrontés à la surpopulation carcérale, vous nous direz ce qu'il en est. Bref, la criminologie, pour le Conseil de l'Europe, c'est quoi? Alors, je dirais que c'est l'outil principal, spécialement pour ce qui concerne l'exécution des peines et la préparation des recommandations concernant l'exécution des peines. Parce que nous travaillons non pas d'une manière disciplinaire dans le cadre de nos groupes de travail, mais d'une manière totalement interdisciplinaire, voire même transdisciplinaire, je dirais. Je vais vous expliquer comment se prépare une recommandation et vous verrez plus facilement en fait comment les choses se déroulent. Le Conseil de coopération pénologique, que j'ai présidé jusqu'à la fin de l'année passée, c'est un groupe de 9 personnes. Une fois par année, on se réunit avec les représentants des administrations pénitentiaires des 47 États et on propose un certain nombre de textes, de résolutions pour avoir la température des administrations pénitentiaires et des ministères de la Justice avant de les passer au comité des ministres. Donc c'est le filtre en fait, cette réunion collective, qui n'est pas facile d'ailleurs, elle est de moins en moins facile parce que quand vous avez des pays comme la Russie actuelle, vous avez une délégation russe qui vient à 6 ou à 7. Sur les 6 ou les 7, il n'y en a pas un qui parle l'anglais, il n'y en a pas un qui parle le français. Il y a un traducteur qui parle une des 2 langues, mais pas les 2. Et on travaille avec, j'entends, un travail de blocage considérable par rapport à des termes à l'heure actuelle. Parce que, par exemple, quand on parle de consentement ou de consensus dans une recommandation, les Russes disent « niet », systématiquement. Parce que c'est un terme qui n'est pas admissible selon leur conception actuelle de la justice. La justice impose, ordonne, les gens exécutent ou sont punis. Point. Donc, un travail d'intérêt général avec consensus ou une surveillance électronique avec consensus, ça n'entre pas en question dans leur mode de pensée. Donc c'est une réunion assez pénible. Mais pour les autres, on travaille en général de la manière suivante, parce que le Conseil de coopération pénologique est composé de 9 membres. C'est 9 personnes qui viennent de tous les horizons européens. On essaye d'avoir le meilleur panachage possible au niveau local. Il y a des gens qui viennent du Nord, Suède, actuellement Norvège. Il y a des gens qui viennent du sud de l'Europe. On a eu des Italiens. Actuellement, il y a de nouveau un Espagnol. On a des anglo-saxons, pas trop parce que l'anglais devient une langue
terriblement dominante à Strasbourg aussi, donc ça commence à devenir assez pénible. Ça influence énormément aussi la rédaction des textes, pour finir, et c'est un peu pénible. Oui, ça devient un vrai problème, c'est vrai. Et on est dans ce conseil aussi, on est des gens qui viennent de toutes les disciplines. Vous avez des gens qui viennent de l'approbation, des gens qui viennent de l'exécution des peines, des gens qui viennent de la magistrature. Donc en fait, on a vraiment, on a eu des médecins, on a eu des criminologues. Donc on a un melting pot de personnes qui est véritablement représentatif de l'ensemble du milieu. Alors la première, quand on nous confie la préparation d'une nouvelle recommandation, ou que nous proposons en fait la naissance d'une de ces recommandations, ben, la première des choses qu'on fait, c'est de s'imprégner du sujet. Donc on va faire un brainstorming commun et on va mettre sur la table tout ce qui nous passe par la tête. Et ça va être 1-2 séances de discussion pendant lesquelles il ne se passe rien. C'est stérile. On sort des arguments, chacun sort ce qu'il pense, ce qu'il ressent, comment il vit les choses, mais absolument sans grand ordre, sans grande organisation. Et puis on digère. Ensuite, on va refaire ou définir notre champ d'activité, notre champ de travail, d'une manière beaucoup plus précise. Et pour y arriver, on est même obligé, en général, de refaire des définitions ou des définitions ad hoc dans chacun en fait, des objets qu'on traite. Parce qu'il n'y a pas une définition européenne ou une définition dans le cadre du Conseil de l'Europe qui convient à tous. Vous prenez le mot probation, ça veut dire une chose pour les Tchèques, ça voudra dire une autre chose pour les Anglais, autre chose pour les Français, avec d'autres pratiques. Donc c'est absolument impossible, en fait, sans refaire des définitions qui sont des définitions idoines, d'arriver à quelque chose de précis. Ensuite, on est obligé, pour arriver à pour avancer, de redéfinir très clairement les champs d'intervention, c'est-à-dire les garde-fous qui sont nécessaires par rapport à une nouvelle matière, quelles sont les limites à ne pas dépasser et quelles sont les bonnes pratiques et les recommandations qui sont utiles à suivre. Donc en fait, on fait déjà quasi un travail de criminologue, parce que chacun passe de quelque chose qui est collectif, disons qui est individuel, qui a sa propre vision, qui est une vision locale ou une vision dans sa spécialité. On a assimilé, on a toutes les connaissances de l'autre parce que c'est quelque chose de nécessaire. On a créé un langage commun dans le cadre de cette étude. Et puis après, on a défini un certain nombre de lignes de force et un certain nombre de points principaux. Donc voilà un peu, si vous voulez, le mode de travail qui est celui de ces organismes spécialisés de l'exécution des peines du Conseil de l'Europe. Donc il n'y a plus de discipline, de branches là-dedans, mais il y a véritablement je dirais même plus qu'une interdisciplinarité, c'est une transdisciplinarité. Je crois que ça me paraît être un terme qui est beaucoup plus juste par rapport à ça. Donc, je reviens à ce que disait Piaget en 72 par rapport à ça. Donc, on va au-delà si je reprends l'exemple de ce qu'on a vécu ici ce matin, c'était de la pluridisciplinarité. On a des spécialistes, chacun dans leur discipline, qui ont amené un certain nombre de connaissances et d'apports dans leur discipline. L'interdisciplinarité va plus loin, parce qu'il y a des échanges d'outils, il y a des échanges qui vont au-delà de pratiques, mais la transdisciplinarité, c'est qu'on travaille, on arrive même, pour finir, à découvrir en fait des connaissances, disons, on a à découvrir plus que la somme des connaissances de chacune des disciplines. Et c'est ça, en fait, le but final et le but le plus important par rapport à des objets comme ceux-ci. Un mot sur la situation des prisons en France. Un mot, assez rapidement, si vous voulez bien. Alors, je crois que,
il n'y a pas un système idéal à nulle part. C'est vrai que je dirais que la France, pendant trop longtemps, a clivé un tout petit peu les modes d'intervention. Et il y a eu trop de spécialisation, et une vision qui était trop cartésienne, en fait, de l'exécution de la peine pour moi. Où la médecine fait du traitement. Les SPI prennent les gens en route, en charge à tel moment. Le personnel pénitentiaire s'occupe d'abord de la garde et de la sécurité, etc. Etc., etc., etc. Et je crois que ça, c'était une des grosses difficultés pour se mettre dans un système qui est un système moderne. Et ce que disait Alain tout à l'heure va dans un sens tout à fait différent. Il y a une personne qui est sous le regard d'un certain nombre de spécialistes, et puis on doit trouver ensemble la méthode qui est la meilleure possible pour le sortir de la situation dans laquelle il est et pour l'amener ailleurs. Et si vous prenez, je prends un petit exemple, parce que j'ai travaillé avec des médecins français en Suisse pendant longtemps aussi, le cocon du SMPR ou de l'UXA, s'il ne communique pas avec le reste de l'établissement, s'il ne tient pas compte de la situation dans l'établissement, s'il ne tient pas compte non plus, s'il n'influence pas le reste de la prise en charge dans l'établissement, le résultat sera un résultat qui sera vraisemblablement médiocre ou insuffisant. Si on s'occupe, dans le cadre de l'exécution d'une peine, de la personne en soi dans un établissement, au lieu de voir aussi quel est son point de chute à la sortie, on n'aura pas de résultat non plus. Donc je pense que ce qui est à développer, mais c'est en train de se faire, j'ai constaté aussi à travers toutes les réactions qu'on a, les réflexions qu'on a eues aujourd'hui, c'est quelque chose, c'est un mouvement qui est en train de se prendre d'une manière assez sérieuse, mais on doit aller beaucoup plus vers la continuité, vers l'interdisciplinarité dans les prises en charge. Merci André Vallotton. Dans les facultés de droit, très traditionnelles, on apprend à nos étudiants qu'il faut parler de l'histoire dans l'introduction. Et c'est généralement la source d'un terrible échec parce que, du coup, évidemment, on ne tire pas les leçons de l'histoire. On les a évacuées, comme on dit, dans l'introduction. Alors, j'ai voulu rompre avec cette très mauvaise habitude et vous aurez remarqué que Martine Kaluzinski, qui va nous parler d'histoire, n'est pas la première intervenante. Ce qui est très bien. Je voulais qu'on puisse, avec elle, tirer les leçons de l'histoire, parce qu'elles sont au moins aussi importantes que celles qu'on peut tirer de l'observation de ce qui se passe dans d'autres pays. Alors, Martine Kaluzinski, je serais tenté de vous poser la question de notre table ronde, mais presque à l'envers. Enfin, les deux questions. La criminologie pour quoi faire et la criminologie pour ne pas faire quoi. Qu'est-ce que nous enseigne l'histoire, la socio-histoire, sur ce à quoi la criminologie ne doit pas servir? Est-ce que, dans le passé, il lui est arrivé de se fourvoyer? Est-ce qu'on l'a instrumentalisé? C'est parfois ce que l'on entend, mais c'est peut-être aussi un peu trop réducteur. La situation est peut-être un peu plus compliquée que ça. Alors, comment l'histoire peut-elle nous aider à penser la fonction de la criminologie dans notre société? Merci beaucoup, Jean, et merci beaucoup de m'avoir invité. L'histoire, c'est effectivement très bien de ne pas le mettre en introduction, ni que ça serve à des références qui permettent du coup de rétablir une sorte d'histoire enchantée de l'Antiquité à nos jours. Et là, ce n'est pas véritablement un retour en arrière à la suite de ces interventions et par rapport à celles qui vont suivre, parce que l'éclairage est sans doute nécessaire sur la criminologie, son histoire et ses fondements, parce que souvent, l'histoire, c'est au-delà d'une méthode, aussi d'une discipline, ça permet d'offrir des éléments qui vont affiner des analyses, préciser des enjeux, et l'histoire a totalement vocation à contribuer au débat contemporain sur la criminologie, mais derrière les questions, c'est celle de la délinquance, du crime et de la sécurité, qui sont des enjeux politiques assez forts. Donc moi, ce que je voulais faire ici, c'est présenter quand même très rapidement et
vraiment, je vais aller un peu à la Cosaque de façon très lapidaire et très schématique revenir sur cette histoire de la criminologie, parce que vous allez voir que dans ses racines et par rapport à ce que révèle cette mémoire, c'est particulièrement riche et éclairant par rapport aux enjeux contemporains et aux questions qu'on peut se poser, surtout quand cette histoire, parfois, et dans sa part sombre, peut être réactivée. Et donc, c'est vrai que cette histoire, elle commence au XIXe siècle, dans les années 1880, et c'est là que le crime va se construire scientifiquement et politiquement, et c'est aussi au miroir du crime, qui devient un enjeu politique très fort, électoraliste, mais au-delà, que les États, les pouvoirs politiques et la République va se dévoiler dans son action beaucoup plus complexe et originale qu'on ne pouvait l'attendre. Alors, comme en est la criminologie, il y a beaucoup de savoirs prédiffus. On peut parler de la science des bosses, la phrénologie, la science qui étudie les traces du visage, la physionomonie. Il y a beaucoup de précurseurs légitimes, mais celui à qui on doit d'être le père de la criminologie scientifique, ou plutôt à son origine, c'est l'anthropologie criminelle, c'est César Lombroso, qui fait émerger cette idée de l'homme criminel. Alors Lombroso, celui dont on garde une vision peut-être un peu caricaturale ou outrancière, c'est l'homme du criminel né. C'est sûr qu'il va avoir recours à la théorie de l'évolution, donc inspirée par Darwin, c'est-à-dire la théorie de sélection naturelle et de l'évolution, pour dire, je vais très rapidement, en gros, que les criminels seraient des individus restés en arrière dans l'évolution, qui ne vont pas jusqu'au terme qui mène à l'humanité. Sorte d'animaux sauvages, comme il écrit, criminels nés et déterminés à le rester. Alors, un des héritages le plus redoutables de Lombroso, c'est de se dire que les criminels constitueraient une véritable race à part, avec des stigmates de structure précis, physiques, biologiques, qui en constitueraient la marque instinctive et indélébile, ce qui est un des traits cardinaux du racisme. Mais il faut sortir de notre vision et donc de se dire s'il y a instrumentalisation ou que Lombroso était raciste. C'est un homme du XIXe siècle, il est juif, socialiste, un personnage complexe. Par ailleurs, il tâtonne, il balbutie, il fait avec les instruments de son temps. Et par ailleurs, il a une pensée pénale extrêmement moderne, qui est d'adaptation des sanctions par rapport aux criminels. Il est à l'origine de cette pluridisciplinarité scientifique que tout le monde réclame, puisqu'il va travailler avec un sociologue et un juriste. Et surtout, le plus révolutionnaire dans ses doctrines, c'est le déplacement du regard du crime vers le criminel. Alors que jusqu'à présent, on punissait par rapport à un acte commis, un vol, telle tension, désormais la personnalité du criminel va être au cœur d'une philosophie pénale. Alors, c'est un mouvement qui va essaimer, se développer à travers l'Europe, la France, avec un moment de fascination, de séduction, d'engouement. Et puis aussi de critique et de controverse qui sera le cas en France, et c'est là-dessus que je vais un peu m'arrêter. Alors, en France, ce mouvement se développe autour d'un médecin légiste qui s'appelle Alexandre Lacassagne, à Lyon, autour d'une revue, les archives d'anthropologie criminelle. C'est extrêmement important parce que les savoirs, souvent, se constituent de cette manière-là, une revue, une école, une faculté, et ensuite des congrès internationaux qui pullulent dans cette période-là. Et la doctrine française, elle est intéressante, elle ne rejette pas totalement le facteur biologique, mais pour elle, ce facteur n'est pas prédominant dans les explications, c'est surtout la perspective sociale. Cette école n'admet pas le fatalisme d'une tare originelle qui serait celle du criminel. Elle croit que c'est la société qui fait et prépare les criminels. Lacassagne a écrit de nombreux aphorismes, je vous en donne deux. Il dit « Le milieu social est le bouillon de culture de la criminalité » et plus loin « Les sociétés n'ont que le criminel qu'elles méritent ». Donc c'est une doctrine très très éclectique et je voudrais quand même aussi indiquer, parce que je suis historienne et politiste, l'importance du contexte. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la criminologie, c'est quand même un savoir qui s'occupe des questions de crime, délinquance et sécurité. Or, cette criminologie au XIXe siècle, elle apparaît dans un contexte, en tout cas pour la France, qui est économiquement, socialement et culturellement très très dense. On a au pouvoir la jeune Troisième République qui a un vrai souci d'efficacité et de légitimité et qui cherche ses marques. La croissance industrielle, l'urbanisation qui déstabilise une frange importante de la population et de grandes crises économiques, avec une grande crise qui est celle des années 1880 et qui mettent sur les routes les populations. Du coup, le crime, la criminalité vont être des terrains privilégiés pour refléter les inquiétudes et les peurs d'une société en mouvement. D'autant plus que ça va être relayé par la presse qui là prend son essor. Il y a des tirages de journaux qui atteignent 1 million de tirages quand on s'occupe d'une affaire, de faits divers, qui est totalement fasciné. Il faut voir, c'est extrêmement quand même moderne pour cette époque, que lors d'une grosse affaire, l'affaire Soleillant, le matin va mettre en place un référendum en demandant effectivement à ses lecteurs s'ils sont pour ou contre la peine de mort. Donc on voit que l'opinion publique est aussi un acteur
tout à fait partie prenante dans ce contexte-là. Et du coup, le sentiment d'insécurité économique et sociale réel dans ce contexte va se déplacer vers le pôle visible qui est celui du crime. Alors, que donne à voir ce discours ? C'est une vraie science sociale. C'est vrai que moi, j'ai toujours dit qu'en quelque sorte, peut-être en France, la criminologie avait une sorte d'institutionnalisation ratée en s'adossant ensuite enseignée par les facultés de droit, parce que pas du tout en portant un jugement de valeur, mais ça avait réduit, restreint ce qu'était la criminologie à son origine, c'est-à-dire une vraie science sociale. En parlant du criminel, elle parle de l'homme avant tout. Il y a vraiment une sorte de mystère, d'abord sur le passage à l'acte, mais aussi qu'est-ce qu'est l'homme. On est au XIXe siècle, c'est le début de la médecine, les théories pasteuriennes sont par là, mais il y a une véritable inconnue. Donc il y a beaucoup d'écrits, peu de choses sur le crime, beaucoup de choses sur le criminel, qui est découpé, décortiqué, mesuré de toutes parts. On croit beaucoup, évidemment, à la fascination du chiffre, beaucoup de méthodes anthropométriques. Il y a beaucoup d'articles sur le tatouage qui ressort comme, même si on réfute le facteur biologique comme une sorte d'élément patrimoine de la corporation criminelle, même si à cette époque, par exemple, on voit en Angleterre que l'aristocratie anglaise se fait tatouer, donc du coup, et l'originalité se retrouve à travers des écrits sur le fou, la femme ou l'enfant criminel, comme si la nature, le sexe ou l'âge étaient des éléments déterminants à la compréhension de ce qui ferait effectivement cette construction de criminels. Alors c'est un discours profondément du coup idéologique, malgré le tuteur scientifique qui se donne. Et c'est aussi, donc ce sur quoi je voudrais insister, vraiment un savoir politique. C'est-à-dire que, épaulé par sa revue, porté par des hommes qui se disent experts, donc médecins légistes, très peu de juristes, les juristes sont du côté de la Société générale des prisons, structuré par des congrès internationaux, donc on a une circulation des idées et des savoirs. On va voir que cette criminologie va essayer de recenser l'ensemble des facteurs et des causes de criminalité. Et surtout, on va retrouver trois figures au cœur de ce discours qui vont être l'objet de politiques pénales extrêmement structurantes, l'enfant délinquant, le récidiviste et le nomade. Ces trois figures, elles vont expérimenter des dynamiques majeures pour les politiques pénales et criminelles pérennes jusqu'à aujourd'hui. La prévention, la répression et la notion d'identification qui apparaît à ce moment-là. Si je peux en dire quelques mots, mais je crois. L'enfance délinquante, elle est au cœur de la production criminologique. La notion de délinquance juvénile n'existait pas au XVIIIe siècle, elle s'affirme dans ce XIXe siècle, et on a un discours mu par une double tension, la crainte que l'enfant délinquant abandonné, misérable, à une potentialité délinquante. On est comme dans ces contextes des théories de l'hérédité, donc on pense qu'un petit criminel deviendra forcément un grand criminel. Et puis l'espoir dans l'enfance, qui est un terrain privilégié pour les philanthropes, avec une idée fondamentale, très importante, qu'il faut éduquer l'enfant. Futur citoyen, futur soldat, mais futur républicain. Alors les politiques mises en place, c'est directement inspiré de la criminologie. Il y a vraiment tout un idéal de protection. On peut songer, je vais très rapidement, Code de l'enfance en 1911, les tribunaux pour enfants en 1912. On met à part effectivement cette catégorie qui est celle de l'enfant délinquant. Je pense aussi à une très belle innovation, c'est une forme alternative de justice avec délégation de mission de justice aux sociétés de patronage qui s'occupent des enfants et surtout des enfants en danger moral. Et on voit que, facilité par cet idéal de protection, il y a la notion de prévention qui émerge dans le discours médical et la pensée juridique. Alors, ce n'est pas nouveau, la prévention, on peut la retrouver dans les écrits de Platon. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, cette notion, elle va pouvoir s'affirmer, car prévenir, prévoir, ça nécessite un savoir sur lequel on doit se fonder et qui va permettre une argumentation solide, scientifique, rationnelle. Et c'est sur la criminologie, l'anthropologie criminelle, qui est un jeune savoir au stade de balbutiement, que du coup, les analyses de prévention vont pouvoir se mettre en place. Aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure, enfin, je vous ai entendu parler tout à l'heure, le principe de précaution et les débats qui sont suscités sur son usage a sans doute remplacé ou s'est substitué en quelque sorte à la notion de prévention, ou plus exactement l'a enrichi et étoffé. Un élément est déterminant dans le discours et les choix qui sont opérés, visible à travers la législation, j'en dirai quelques mots, c'est le caractère de dangerosité. C'est une notion totalement implicite dans les écrits et qui va être au cœur de législation française républicaine. Alors, cette notion de dangerosité, d'état dangereux, de danger, elle naît avec la criminologie italienne et avec ce juriste Garofalo. Elle s'appelle d'abord au début temibilita, et donc peu à peu, c'est une notion qui prend forme et sur laquelle on s'appuie. Il suffira de manifester des caractères qui appartiennent ou se rapprochent de ces facteurs élaborés comme criminogènes pour devenir un individu suspect. Qu'est-ce que ça donne ? Eh bien,
cette volonté d'anticiper toutes les figures possibles d'irruption du danger, qui est une sorte à la fois de fiction, elle donne en France beaucoup d'écrits et un engouement assez général des criminologues français et des républicains pour la stérilisation et la castration des criminels. Les criminologues adhèrent en fait à cette idée-là dans une forme d'idéal républicain, sachant avec en tête une sorte d'harmonisation de la société. Et les criminologues n'iront pas jusqu'aux penseurs qui utilisent effectivement ces théories eugénistes comme Vacher de la Pouge ou Gobineau, ou même on trouve un homme qui s'appelle Binet-Sanglé qui, dans le Hara humain, préconise la nécessité de prendre du protoxyde d'azote pour pouvoir effectivement en quelque sorte éliminer tranquillement, doucement ces criminels. Il faut savoir qu'aux États-Unis, dans certains États, on a trouvé des circulaires qui mettaient en place cette stérilisation des criminels, mendiants, vagabonds, pauvres. Voilà. Donc, au nom de la prévention de l'exclusion, la deuxième figure extrêmement importante, c'est le récidiviste. Bernard Schnapper, qui est un historien du droit, parlait de la récidive en disant cette obsession créatrice au XIXe siècle, il avait raison. La récidive, c'est la plaie du système pénitentiaire et c'est surtout la plaie des politiques qui, une fois qu'ils peuvent chiffrer, depuis que les statistiques judiciaires qui ont été ébauchées dans les années 1826-27 existent, montrent qu'il y a de plus en plus de réitération du crime. Le danger social par excellence, c'est le vagabond, le mendiant, se rebelle à toute espèce de travail, dit Waldeck-Rousseau. Donc il y a de nombreux débats et d'articles, et ça va se finaliser dans une loi que j'ai particulièrement travaillée, qui est une sorte de summum, voilà, de feu d'artifice qui juxtapose et combine tous ces éléments. C'est la loi du 27 mai 1885 sur la relégation et la transportation des récidivistes. Je vais rapidement. La cible de la loi, c'est le vagabond, multirécidiviste par excellence, de fait. Le principe déterminant, c'est la notion d'incorrigibilité. On trouve même de perversité irréductible dans les arguments législatifs. Et l'objectif, c'est l'envoi au bagne des mendiants et des vagabonds, pas des criminels de sang. Rapidement, c'est une loi qui a uni tous les républicains autour d'elle. C'est une loi très sévère, c'est une loi radicale. Je pense que c'est une loi eugéniste parce qu'elle élimine hors du sol métropolitain, donc physiquement, des gens qui mourront au bagne. Et le bagne va perdurer jusqu'aux années 1969. Donc c'est un débat aussi très intéressant pour les républicains où il est fait beaucoup appel à l'opinion publique et qui en appelle à une réunion des classes sociales autour de la figure du récidiviste. Alors un petit point à côté, pour que la législation elle soit efficace, on est aussi dans un moment où la philosophie pénale a changé et on va être plus clément envers des délinquants primaires si on n'a commis qu'un seul crime et au contraire aggraver le jeu des pénalités pour les récidivistes. Ça reste encore tout à fait d'actualité. La mise en pratique de ces lois oblige effectivement les autorités à identifier les individus de manière certaine. Or, on n'a aucun moyen d'identification. L'identification, ça devient la condition élémentaire de la répression. On avait effectivement des photographies prises n'importe comment, des fichiers. Et là, dans cette fin du Xe siècle, il n'est plus question de d'essoriller les coupables. La loi du 31 août 1832 a aboli la marque au fer rouge, sachant que les révolutionnaires aussi parfois mettaient des cocardes pour désigner, donc le système de la marque était toujours très présent. Et donc ça va être l'émergence du bertillonnage ou de l'anthropométrie judiciaire qui va permettre d'établir scientifiquement l'identité des délinquants, de sanctionner en eux les récidivistes. Bertillon, je connais bien par ailleurs, va adjoindre à cette méthode qui était loin d'être parfaite les marques particulières, la photographie signalétique. Très contesté en France, il va néanmoins être légitimé grâce à l'arrestation de l'anarchiste Ravachol en 92 et la création du service d'identité judiciaire en 93, donc les débuts de la police technique et scientifique. Et tout ça est lié dans ce mouvement parallélisme avec la criminologie. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette méthode va être très vite supplantée par les empreintes digitales, donc la dactyloscopie, mais néanmoins va se reconvertir. C'est quand même l'atout comme ça de techniques qui auraient pu comme ça péricliter, en touchant la troisième figure dont j'avais parlé, qui est celle, le super vagabond par excellence, c'est le nomade, les gens du voyage, les tziganes ou les roms. Au XIXe siècle, l'opinion publique, la presse et l'administration sont liguées contre ces marginaux. Donc on veut absolument les identifier, les recenser et les sédentariser. C'est ce que je disais tout à l'heure dans ce contexte, effectivement, avec de stabilité et de mise au travail.
Donc il y aura aussi une loi extrêmement importante, la loi du 16 juillet 1912 sur l'exercice des professions ambulantes. Elle va instituer le carnet anthropométrique des nomades. Ce carnet est extrêmement discriminant. Carnet de santé, carnet de vaccination, carnet militaire, carnet d'identité, carnet de travail. Chaque maire a le pouvoir d'autoriser ou non, d'interdire le stationnement pour une nuit sur tout le territoire de la commune. C'est une loi qui prend implicitement des signes de race, qui les prend en compte. Et le nomade est vu, du coup, comme un élément d'une population qui se distingue par son altérité criminelle. Et cette législation aussi perdurera jusqu'aux années 69-70. Donc pour terminer, pour répondre à cette question, la criminologie, pourquoi faire ? Ce qui est très intéressant, et c'est aussi un mouvement qui appartient au XIXe siècle, et pas simplement en France, on est dans un moment, et c'est la dialectique foucaldienne de savoir au pouvoir, où l'émergence de ce savoir scientifique, ou qui se dit scientifique, ou qui s'en donne les méthodes, la criminologie, va épauler la décision politique dans la mesure où il donne à l'État le moyen ou l'illusion de comprendre et de pouvoir agir au mieux. Ce qui est intéressant, c'est de savoir comment l'État, la République, se saisit de cette question, comment elle s'ajuste, quelles décisions, quelles mesures, quels principes ou politiques vont découler de cette combinaison où du coup la science sociale, ce qu'est la criminologie à ses débuts, devient un savoir qui fonde le politique. Et on voit véritablement que depuis, on agit toujours de cette façon-là, avec cette relation de pouvoir qui est nécessaire, avec corrélative d'un champ de savoir. Est-ce que la criminologie, qui est un discours et générateur de transformation, oui, on le voit dans cette période, des transformations très importantes. L'avancée de la médecine légale, tous les débats, je n'ai pas pu en parler, autour de la responsabilité, de l'irresponsabilité, l'avancée de la police scientifique, des dispositifs, les sociétés de patronage sont les ancêtres des sauvegardes de l'enfance et de l'adolescence, des législations pénales intensives, extrêmement fortes, mais comme l'est la Troisième République, qui a un arsenal, une intensité législative très très forte. Du coup, il y a un historien, Vincent Duclerc, qui travaille sur Jaurès ou la République, qui dit dans cette période où il n'y a pas de constitution, les grandes lois de liberté publique ont façonné la République. On peut penser que les grandes lois de liberté, pénales ont également activé cette matrice républicaine. Et pour terminer totalement, ça me semble important, par rapport justement à ce qu'est l'histoire et ce que permet l'histoire. On a vu ces dernières années différents projets qui ont émergé. Volonté de dépistage des troubles de comportement chez l'enfant, test ADN, vérifiant l'affiliation des candidats de l'immigration. Puis surtout, ce qui m'a interrogée, la réapparition du caractère de dangerosité dans l'élaboration des lois de rétention. Ces initiatives amènent à s'interroger sur les orientations, surtout que légiférer sur la dangerosité réactive du coup à un héritage historique dont on ne peut occulter les usages politiques qui ont été liés. Robert Badinter, à ce moment-là, disait est-ce qu'on allait basculer d'une justice de liberté à une justice de sûreté. Ce que je pense, c'est que là où les hommes du XIXe siècle, c'est pour ça qu'on ne peut pas crier au haro sur Lombroso ou d'autres hommes, sauf certains qui avaient vraiment des pensées, des théories raciales extrêmement opposées, ces hommes-là avaient pour eux l'innocence scientifique, le balbutiement des découvreurs, mais les hommes du XXIe siècle, en plus sachant parfois les précédents dramatiques qu'ont donné les effets pervers de ces théories, ne peuvent ancrer dans la loi des éléments dont on sait qu'ils pourraient être détournés de leur projet originel. Donc au vu de cette histoire, et par rapport à cette question, on peut se demander légitimement ce que devait être la criminologie aujourd'hui. Donc on sait que c'est un savoir expert au cœur des politiques pénales. L'expertise dont on sait que quand elle est trop souvent sollicitée, c'est Michael Pollack, qui est sociologue, disait que parfois ça peut être le signe d'un pouvoir central qui est faible, qui s'appuie trop. Du coup, peut-être on pourrait envisager la criminologie, ça rejoindrait ce que disait peut-être Alain tout à l'heure, comme garde-fou, conscience éthique qui médiatiserait les rapports entre prévention et répression et accompagnerait, sans l'instrumentaliser, en justice, les politiques. Merci. Merci beaucoup Martine Kaluzinski, c'est montrer à quel point l'histoire est un détour qui vaut mieux que la simple introduction, n'est-ce pas ? Et qui peut nous aider à réfléchir chaque jour pour faire suite à ce que Martine nous a dit. J'ai l'habitude d'indiquer à mes étudiants que j'étais déjà né quand les derniers bagnards ont été rapatriés en métropole, ce qui fait généralement froid dans le dos aux étudiants qui se disent
qu'on nous a mis comme vieux profs là devant nous. Et quand je leur dis ma date de naissance, ils sont encore plus étonnés parce qu'ils pensaient quand même que le retour avait eu lieu bien avant. Alors, Christine Lazerge, je me tourne maintenant vers vous avec une première question à la professeure de droit. La criminologie, comment et où l'enseigner? On peut revenir un instant sur cette question. Et puis surtout, à la présidente de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, je vais poser une toute autre question. Renaud Clément nous a montré tout à l'heure que, et c'est incontestable, les sciences forensiques permettent parfois à la justice d'accéder à la vérité, de permettre d'éviter de condamner un innocent, etc., etc. Mais en même temps, on peut se demander comment faire des applications de la criminologie un champ de connaissances qui soit respectueux des libertés et droits fondamentaux. Autrement dit, est-ce que le développement exponentiel des sciences forensiques ne risque pas de porter des atteintes disproportionnées à nos libertés, au respect de la vie privée? Peut-être sur un ou deux exemples, pouvez-vous nous donner votre point de vue aujourd'hui de présidente de la Commission nationale consultative des droits de l'homme? Merci beaucoup, Jean Danet. Au fond, je ne vais pas ici dire quelques mots sur la criminologie, pourquoi faire, mais la criminologie, comment faire. Comment faire d'abord pour l'enseigner. Tout ce que nous avons entendu ce soir jusqu'à maintenant prouve la complexité de la réponse à cette question. Et je veux tout de suite dire à Jean Danet qu'au fond, c'est ici, à Nantes, qu'on a trouvé la solution. C'est en adossant et la recherche et l'enseignement de la criminologie, non pas à une faculté, à une UFR, à une discipline, mais à une université. Et c'est pourquoi, lorsqu'on dit que lorsqu'on parle à propos de la France d'exception française, qui ne sait pas comment enseigner la criminologie, moi je réponds, mais bonne exception française. Bonne exception française parce que ce constat montre que nous ne faisons pas de la criminologie une discipline. Et il me semble que ce qui est dit, compris aujourd'hui, prouve bien qu'en aucun cas, la criminologie n'est une discipline. Elle est de toute évidence un champ de la connaissance et un champ de la connaissance non clos. Et j'aime les champs de la connaissance non clos. On le voit bien quand vous parlez d'histoire, madame, que évidemment s'ouvre, ou quand vous parlez, monsieur Clément, des sciences forensiques, on dit. Hein. Oui, je suis très mauvaise en anglais. C'est de l'anglais de cuisine. On voit bien que le champ n'est absolument pas clos. C'est tout de même un peu regrettable, même si la criminologie n'est pas une discipline, qu'on soit aussi faiblard pour en donner des bribes de connaissances aux étudiants dans diverses sciences dures, humaines, sociales, juridiques. Sur le sujet, je trouve qu'il y a un très bon livre de Laurent Mucchini qui vient de sortir, et qui s'appelle « Criminologie et lobby sécuritaire, une controverse française ». J'ai tendance à penser que nous sommes sortis de la controverse et que ce que nous tentons, plusieurs d'entre nous, nombreux d'entre nous, parlant de divers lieux, de dire de la criminologie est enfin acquis. Je pense, avec mon optimisme naturel, que M. Boer est quand même de plus en plus isolé sur sa criminologie façon porte blindée. Sur l'enseignement, coutumièrement, mais il est prouvé que ce n'est pas une bonne solution, ce sont les instituts de sciences criminelles. Beaucoup d'entre eux végètent, en tout cas, par manque de moyens, ne sont pas dans une forme splendide. Il y en a 7 ou 8 en France, mais alors, il faudrait évidemment qu'ils fonctionnent mieux, mais il y a aussi des DU, des diplômes divers et variés qui se développent dans les facultés de médecine, qui se développent en sciences humaines, en sociologie, en démographie ou ailleurs,
Et quand on entend la liste des présidents de l'Association française de criminologie, on voit qu'au fond, l'association avait depuis longtemps compris qu'il ne s'agissait pas d'une discipline et qu'il n'y a, à dire vrai, pas de criminologues. Donc on ne forme pas des criminologues. Et dans les pays où certains professionnels s'appellent criminologues, ils sont plutôt conseillers d'insertion ou de probation, ou psychiatres, ou médecins légistes. Donc des métiers qui n'ont pas grand-chose à voir les uns avec les autres, si ce n'est que tous discours sur le crime. Et on peut conserver ce mot criminologie dans son sens étymologique, le discours sur le crime. Et si c'est le discours sur le crime, c'est un discours qui peut s'aborder de toutes sortes de façons et dont on a besoin, évidemment, un petit peu dans les écoles professionnelles. Mais dans les écoles professionnelles, on va enseigner à l'école de la magistrature des éléments, par exemple, de psychiatrie criminelle qu'il faut qu'un juge qui va siéger aux assises ait. On va enseigner dans une école de l'administration pénitentiaire d'autres formes d'éléments de ce discours sur le crime qui sont utiles. Et je suis d'accord avec ce que disait Alain Blanc tout à l'heure et le fait qu'il n'y ait pas du tout suffisamment de recherche encore en sociologie. Mais il y a de plus en plus quand même de très bons sociologues sur le sujet. Donc la mise en réseau qui se fait ici à Nantes me paraît être l'avenir et je ne connais que l'université de Nantes et sous la houlette de Jean Danet et de la présidence de cette université, d'avoir eu l'intelligence de se lancer dans la mise en réseau du discours sur le crime. Pour moi, la criminologie n'est rien d'autre que la mise en réseau du discours sur le crime. Mais, et j'en viens à la seconde question que me posait Jean, est-ce que ce développement des sciences, en particulier des sciences dures, mais pas seulement des sciences dures, n'a pas ne pose pas de très grosses difficultés de compatibilité avec les libertés et droits fondamentaux. Et je veux prendre ici un exemple. Un seul exemple, qui est celui de la géolocalisation. Si je prends cet exemple, c'est parce que nous avons une loi toute récente sur le sujet, qui d'ailleurs a été écrite, votée en un temps record, et sans doute en un temps trop record. Alors les faits, les voilà. La Cour de cassation, la chambre criminelle de la Cour de cassation casse, le 22 octobre 2013, deux arrêts qui avalisaient le fait qu'un procureur de la République puisse prendre la décision de géolocaliser. Et la Cour de cassation s'appuyait sur un argument, elle aurait pu user de plusieurs motifs, et l'argument qu'elle a retenu parmi d'autres est celui du statut très particulier encore des magistrats du parquet en France. Alors je vais être très claire, en France il y a deux types de magistrats, ils sont tous magistrats. Il y a les magistrats du parquet qui sont chargés des poursuites, mais à qui au fil des ans on a confié beaucoup d'autres missions, comme de prendre des décisions quasi juridictionnelles en matière d'alternatives aux poursuites. Et puis il y a ceux qu'on appelle les juges, et ce sont les magistrats du siège, et ce sont les seuls qui, à proprement parler, jugent, et qui, à proprement parler, bénéficient d'un véritable statut d'indépendance. Alors, sans vouloir faire trop long, la Chambre de l'instruction, dans ces deux affaires, avait trouvé tout à fait correct qu'un procureur de la République, deux procureurs de la République, donc, puissent décider de la géolocalisation. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire suivre à la trace quelqu'un par son téléphone mobile qui actionne des bornes au fur et à mesure de ses allées et venues, ou accrocher discrètement à la voiture d'une personne ou aux vêtements d'une personne une balise, ce qui permet d'exercer une filature beaucoup plus discrète. Or, l'ennui, c'est que dans la Convention européenne des droits de l'homme, il y a un article 8, ainsi rédigé: toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale.
et même au respect de son domicile et de sa correspondance. Et une fois que vous êtes en situation d'être géolocalisé dans tous vos déplacements, évidemment, on porte atteinte au respect de votre vie privée et familiale. Est-ce que cette atteinte est disproportionnée ou non avec les besoins de l'enquête, avec les besoins de la répression? C'est toute la question. Et en France, on estime que du fait de son statut en droit français, et la Cour européenne nous le dit très souvent, le procureur de la République ne peut pas, sans un contrôle du juge qu'on appelle le juge des libertés, lancer un certain nombre d'actes d'enquête comme la géolocalisation. Mais j'ai dit, en France, on dit que, en réalité, seule la Cour de cassation l'a dit en mars dernier, ce qui tout d'un coup privait les procureurs de la République d'autoriser des officiers de police judiciaire à procéder par géolocalisation, ce qui pouvait être très ennuyeux pour un grand nombre d'enquêtes, sauf à ouvrir une instruction, puisque le juge d'instruction, lui, magistrat du siège, peut recourir, conformément à la loi, à tout acte d'instruction qu'il juge utile à la manifestation de la liberté, de la vérité. Le législateur s'est ému de cette privation de droit dont c'est l'objet les parquetiers. Il s'est ému en un moment, ces derniers mois, où précisément on a tenté, sans succès, de modifier par une modification constitutionnelle le statut du parquet, à renoncer, faute de majorité vraisemblable, pour y parvenir. Et dans le même moment, la garde des Sceaux a réuni une commission qui réfléchit sur l'enquête préliminaire. Au même moment aussi, l'ancien procureur général près la Cour de cassation avait réuni de très nombreux parquetiers et universitaires, et magistrats du siège aussi, pour travailler sur la situation des magistrats du parquet. Le législateur, sans attendre en tout cas à la dernière commission en place, a déposé un projet de loi qui, dans un temps record, procédure accélérée, parce que la Commission nationale consultative des droits de l'homme critique beaucoup, sauf quand, pour des raisons politiques, et nous n'allons pas le critiquer pour la réforme pénale qui est en débat ces jours-ci, il nous semble que si on arrive à modifier, ne serait-ce qu'à supprimer les peines planchers, mieux vaut le faire vite que d'attendre une navette parlementaire complète au cours de laquelle pourrait se produire le genre de fait divers qui fait que l'on peut même être amené à retirer un projet de loi dans ce pays où on fait plus de petites politiques que de grandes politiques véritablement pensées. Alors, résultat, on a voté un projet de loi très rapidement et qui conforte le parquet dans la position, dans la décision qu'il peut, pendant 15 jours, géolocaliser, demander à la police judiciaire de géolocaliser, mais pendant 15 jours seulement. Au bout de 15 jours, il faut l'aval d'un magistrat du siège qui est notre juge des libertés, qui existe depuis la loi du 15 juin 2000. Il n'est pas sûr que la Cour européenne des droits de l'homme ne trouve pas que 15 jours, c'est beaucoup. Donc, nous ne sommes pas à l'abri d'une condamnation sur ce point par la Cour européenne des droits de l'homme. Et le législateur était si peu sûr de la solution qu'il adoptait qu'il a saisi le Conseil constitutionnel. En général, le Conseil constitutionnel, il est saisi par l'opposition pour critiquer un projet de la majorité parlementaire. Et à ma grande stupéfaction, d'ailleurs, ça doit être un des tout premiers exemples, je me tourne vers Pierre Jox, je ne sais pas s'il y en a d'autres, où l'on voit la majorité qui a voté adopter le texte, saisir préventivement le Conseil constitutionnel pour savoir ce qui va ou ne va pas dans le texte et pour faire que la porte ne soit pas ouverte à un certain nombre de questions prioritaires de constitutionnalité. Donc en saisissant la majorité qui vient de voter, en saisissant le Conseil constitutionnel, au fond, délivre d'éventuelles
question prioritaire de constitutionnalité vide le texte de vices potentiels. Le Conseil a quand même annulé un article qui était ce qu'on appelle un cavalier. Alors j'aurais pu prendre d'autres exemples que la géolocalisation. J'aurais pu prendre des exemples des fichiers. Je suis sans doute au bout de mon temps de parole, donc je ne vais pas prendre l'exemple des fichiers, mais je veux simplement dire que dans ce domaine-là, les droits fondamentaux exigent qu'il y ait une proportionnalité entre l'atteinte qui est possible dans une société démocratique, et cette proportionnalité, elle est laissée à la sagesse des juges, elle est laissée ensuite à la sagesse, bien sûr, des juges européens, à la sagesse aussi de ceux qui sont des vigies, comme notre Commission nationale consultative des droits de l'homme, ou comme tous ceux qui réfléchissent, écrivent sur ces sujets. Et dans ce domaine des vigies, je fais appel au plus grand nombre. Je pense que la société civile, à l'heure actuelle, n'est peut-être pas suffisamment vigilante sur tout ce qui se fait dans le champ du pénal, dans le champ de la criminologie. Un peu comme si la sécurité l'emportait à tel point sur la liberté qu'on ne prenait pas conscience du risque d'une déshumanisation du champ du pénal et du champ non clos de la criminologie, et en même temps d'une radicalisation du contrôle social, y compris dans les actes qu'un procureur de la République peut faire effectuer sans contrôle d'un magistrat du siège. Je vous remercie. Merci. Merci Christine Lazerge pour cet appel à la vigilance. Alors maintenant, Pierre Jox, à vous. Je me tourne vers vous. Vous êtes ici l'incarnation même de la transdisciplinarité, parce que vous êtes magistrat d'une juridiction financière, avocat, membre du Conseil constitutionnel. Vous pouvez réagir aussi comme ancien ministre de l'Intérieur. Donc, c'est dire que votre regard est multiple sur toutes ces questions. Vous pouvez réagir à ce qui a été dit, ou vous pouvez tout simplement ajouter à ce qui a été dit. Merci, oui. Je suis l'incarnation de la transdisciplinarité. Ouais. Je suis aussi officier de l'armée de l'air, j'ai été enseignant, et comme il y a beaucoup d'étudiants dans la salle, je leur conseille d'aller se précipiter sur le site de l'Assemblée nationale pour regarder les séances de l'Assemblée nationale de ces derniers jours, de ces dernières demi-journées, dans le débat sur la loi pénale. Parce que, effectivement, ici, en général, enfin, moi, ce que je connaissais de ces lieux, c'était les folles journées de Nantes. Et aujourd'hui, c'est une journée vraiment très sérieuse. Quelle admirable synchronisation, cette université. C'est presque suspect que vous ayez organisé une journée d'études sur ce thème pour clore, en quelque sorte, le débat qui s'est terminé hier, en première lecture, etc. Et les étudiants qui iront voir ces débats sur l'Assemblée, parce que le site de l'Assemblée, sur votre ordinateur, vous voyez tous les débats avec le catalogue, vous pouvez choisir les orateurs, et vous rencontrez quoi? L'enfant délinquant, le récidiviste, et tout ce qu'on nous a dit tout à l'heure sur certains aspects de l'histoire des sciences criminelles, y compris la loi de 1885 sur la relégation. Évidemment, ces derniers jours, j'ai assisté soit dans la tribune de l'Assemblée comme spectateur, soit simplement à mon bureau sur l'écran de mon ordinateur au débat sur la loi pénale que Christiane Taubira, avec beaucoup d'efforts, a réussi à faire voter en première lecture, après beaucoup d'aménagements, d'amendements, mais qui quand même aboutit à faire un certain nombre de choses, n'aboutit pas à en faire d'autres. Cette loi, telle qu'elle a été votée, supprime les peines planchers qui avaient été édictées en particulier dans une politique de répression contre les jeunes, mais qui ne visait pas que les jeunes, dans une loi de 2007. Elle crée de nouvelles mesures pour prévenir la récidive, non pas par l'aggravation de l'incarcération, mais par des mesures
d'éducation, d'accompagnement, de probation, dont on a parlé cet après-midi, ici même, de façon très bonne. En revanche, la loi n'a pas supprimé la peine de rétention de sûreté, qui est seule, nous sommes les seuls en Europe à avoir une telle mesure, qui avait été votée en loi suivante, je crois 2008 ou 2008. Hein, 2008. Voilà, elle a voté certaines choses, d'autres non, etc. Ces débats, pourquoi? Allez le voir. Vous y voyez les trois personnages qui sont le criminel, la victime, la société. Tout le droit pénal et toute la discussion de criminologie tourne autour de qui veut quoi, qui fait quoi, qui a droit à quoi. Le criminel est coupable, il faut le punir, oui, mais il faut aussi le récupérer un jour dans la société, surtout depuis qu'on a supprimé et la relégation qu'il en sortait du territoire national, et la décapitation. Moi, j'ai le plaisir de voter la suppression de la peine de mort au moment où elle n'était plus très appliquée, à tel point que certains disaient c'est pas la peine de supprimer la peine de mort, elle s'est supprimée toute seule. Enfin, ça a quand même un grand moment, ça a pris seulement 3 mois d'ailleurs. En 82, on a supprimé la peine de mort dès la rentrée. Le criminel, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en attend? Qu'est-ce qu'on craint de lui? Il faut l'enfermer. Combien de temps? Quand il va sortir, qu'est-ce qu'on en fait? La victime, la victime qui attend une réparation. Mais quelle réparation? La réparation n'est pas toujours possible. La réparation n'est pas toujours matérielle. Il y a peut-être une réparation impossible pour des douleurs, des angoisses, des inquiétudes. Donc toute cette problématique de la victime est très importante, d'autant plus qu'on va le voir dans les débats politiques, et politiciens surtout, c'est beaucoup la victime qu'on va mettre en avant de façon abusive. Et la société, le criminel commet des crimes, la victime est victime, et la société, elle est victime aussi, puisque l'ordre est rompu, et elle est criminelle si elle ne corrige pas les criminels, et si elle ne corrige pas, si elle n'enferme pas pendant longtemps, si elle ne décapite pas le criminel, elle est criminelle puisqu'elle va provoquer de nouvelles victimes par les récidivistes, etc. Donc, on a tourné en rond ces derniers jours à l'Assemblée nationale, jour et nuit, autour de ces trois personnages, non pas en quête d'auteur, mais en quête de solutions. Personnellement, j'ai été ministre de l'Intérieur pendant quelques années. À l'époque, il y avait le terrorisme en France. C'est avec des bombes qui explosaient à Paris ou dans les TGV ou dans les magasins, etc. Il y avait beaucoup le problème de la drogue. Il existe toujours, on s'en occupait plus. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui on s'en occupe moins. Et il y avait encore d'autres questions. Et déjà apparaissait cette politique insensée à l'égard des jeunes. Bon, le terrorisme, c'est là, la criminologie est transdisciplinaire. Pourquoi le terrorisme? Quelles sont les raisons politiques, historiques, religieuses en Arménie, en Palestine, dans tous les pays du monde, en France, ailleurs, etc. Pourquoi? Quelles sont les causes politiques? Quelles sont les causes psychologiques? La solidarité des uns et des autres? Quels sont les explosifs utilisés? Comment identifier les terroristes en fonction des explosifs qu'ils ont utilisés, qui ont laissé des traces? J'ai beaucoup développé à l'époque la police scientifique et technique, parce qu'elle était devenue presque nulle en France, et aussi parce que les moyens existaient, des analyses chimiques, de choses qui n'existaient pas du temps de Ravachol, mais qui aujourd'hui permettaient de pister, de tracer des criminels, des filières criminelles. De même pour la drogue. La drogue a un aspect sociologique. Pourquoi est-ce que les gens se droguent? Pourquoi est-ce que les gens produisent de la drogue? Pour la vendre. Je parle des paysans colombiens. C'est des paysans pauvres qui sont ruinés et qui peuvent gagner de l'argent en vendant de la drogue. Pourquoi est-ce que les gens trafiquent de la drogue? Parce qu'ils gagnent des millions, des milliards. Pourquoi est-ce que les gens se droguent? Parce qu'ils sont malheureux, parce qu'ils sont anxieux. Mais toute la problématique de la drogue en matière de criminologie est alors là, multidisciplinaire, polydisciplinaire, on peut dire. Et alors, on pourrait en prendre d'autres exemples, comme par exemple la grande délinquance financière. Et les jeunes. Bon, là aussi, j'ai été amené à l'époque à m'intéresser un peu à ça, pas assez. C'est depuis lors que je m'y suis intéressé en découvrant que, au fond, ce que m'avait dit un vieux flic un jour en disant, vous savez, tous les petits voyous ne deviennent pas des grands voyous, mais tous les grands voyous ont été des petits voyous. Et à l'époque, je n'ai pas fait suffisamment attention au fait qu'on avait là la définition d'une politique de prévention de la délinquance majeure, que s'occuper de la prévention de la délinquance, c'est extrêmement important, et s'occuper de la justice des mineurs, comme on le fait, comme ça a été dit, depuis un siècle, on peut dire, avec une justice spéciale, des magistrats spécialisés, des procédures particulières, du personnel qualifié,
la primauté de l'éducatif, l'excuse de minorité, la nécessité d'avoir toujours un avocat, d'avoir un personnel éducatif, tout ça, qui est une sorte de médecine sociale, qui fait que la justice des mineurs est à la fois une justice pénale et en vérité une politique sociale. Tout ça, je ne l'avais pas suffisamment ressenti quand j'étais ministre de l'Intérieur, mais aucun ministre de la Justice m'en a beaucoup parlé, je dois dire. Aujourd'hui, j'ai plongé là-dedans, je regrette de ne pas l'avoir vu plus tôt. Et là, c'est pour ça, je crois qu'il faut voir, il y a aussi ces trois aspects de la criminologie. Et la criminologie, d'un point de vue scientifique, c'est un champ de recherche, comme vous le dites dans votre introduction. Ce n'est pas une discipline, c'est un champ de recherche. Mais la criminologie, du point de vue politique ou politicien, c'est un filon populiste. Et la criminologie a un troisième aspect, très antipathique. On a évoqué certains aspects de façon encore plus discrète que je ne le ferai. Du point de vue commercial, la criminologie, c'est un marché. La criminologie, c'est un champ de recherche, d'un point de vue scientifique, lorsque des sociologues, des juristes, des médecins, des psychologues, des chimistes, des spécialistes de médecine légale, des sciences, forensic sciences, comme on dit, s'entendent ou ne s'entendent pas, discutent et recherchent par des méthodes scientifiques, par des discussions reposant sur l'examen critique, la réflexion et le rationalisme. Là, c'est une science. Et c'est une science qui s'appuie, ou qui ne peut s'appuyer que sur des organisations pluridisciplinaires, comme vous le faites ici, comme j'avais essayé de le faire en créant l'Institut des hautes études de sécurité intérieure, qui a créé la première bibliothèque en France. Il y en avait au Québec, il y en avait en Allemagne, il y en avait dans tous les pays européens civilisés, sauf en France, une bibliothèque consacrée entièrement à ça. J'ai aussi lancé à ce moment-là la police scientifique et technique, mais c'était un mouvement qui se développe et qui aujourd'hui, effectivement, a des conséquences très importantes, puisque, alors là, le développement sur l'aveu, j'étais un peu hésitant. La police scientifique et la recherche de la preuve scientifique ou technique, elle a l'avantage d'apporter une preuve. Elle peut en effet faciliter l'aveu, parce que finalement, obtenir l'aveu par la démonstration rationnelle avec le trace ADN, c'est quand même beaucoup plus acceptable que d'obtenir l'aveu par la gégène, par la torture, par les coups de matraque. On est bien d'accord, je crois. Oui. Mais l'aveu est très important aussi du point de vue même de la victime. Je me rappelle avoir vu un jour aux assises des mineurs à Bobigny, où j'ai fait un livre là-dessus, j'ai fait un livre dans lequel il y a un chapitre que j'ai appelé « Les 6 braqueurs du 9-3 ». C'était 6 gaillards qui avaient braqué 6 bijouteries dans 6 communes périphériques, tout autour du palais de justice de Bobigny. D'ailleurs, un beau jour, les gendarmes les ont attrapés, parce que comme ils pratiquaient toujours de la même façon, les gendarmes qui sont lents mais méthodiques, ont dit la prochaine fois, ce sera là. Ils sont passés à côté. Mais la prochaine fois, ça va être là. Ils ont fini par les attraper comme ça. Ils sont tous allés aux assises. L'instruction a été très longue et l'instruction a duré presque 2 ans. Tous ont avoué parce qu'ils étaient accablés par des preuves, sauf un. Et pourtant, les preuves existaient. Et aux assises, ça aussi, c'est ce que j'avais appris et ce que je constate aux assises, il se passe des phénomènes que la criminalistique, la criminologie peut pas. Il se passe des choses imprévues. Et c'était le dernier qui n'avait pas. Oui, il est interrogé, la présidente des assises, c'était un grand gaillard. Il dit, alors vous avez ça, vous n'avez pas fait ça, vous avez nié ça. Et le garçon dit, non. La présidente dit, si, vous avez nié, ça fait 18 mois. Vous reconnaissez avoir participé à cette attaque? Oui, madame. C'était un grand black, un grand garçon qui avait plus de 20 ans, parce qu'il avait été... ou 20 ans, au moment des faits, il était mineur, mais il était plus mineur. Et la présidente lui dit, mais pourquoi vous dites ça maintenant? Alors, c'est bien, c'est très bien d'avouer, parce que ça veut dire que vous mesurez que vous avez fait du mal. Oui, madame. Et pourquoi vous n'avez pas dit pendant 2 ans? C'est presque 2 ans. Et il se retourne dans la salle des assises qui était vide, parce que les assises des mineurs, il n'y a personne, sauf quelques mamans, quelques gendarmes et quelques témoins. Et il se retourne et il dit, Madame la Présidente, j'avais dit à ma maman, aux assises, je dirai la vérité. Or, c'est très intéressant parce que qu'est-ce que c'est que l'aveu? Qu'est-ce que c'est que la formulation? Et sur la base de quoi est-ce que ce garçon, qui était un vieux mineur ou un jeune majeur, a éprouvé le besoin d'avouer, comme ses copains avaient tous avoué d'ailleurs?
c'est que finalement, il se réintégrait dans une communauté humaine. Il allait faire quelques années de prison. Il en avait déjà fait presque 2 en préventive, etc. Donc, la justice des mineurs est très intéressante parce qu'elle révèle des éléments insoupçonnés de lucidité. C'est-à-dire qu'un mineur qui commet un délit, ce n'est pas un délinquant. Ce n'est pas encore un délinquant. Un mineur qui en connaît 4 ou 5, ça devient inquiétant. Mais c'est quand même profondément différent parce qu'il est encore en transformation et en grande partie en train d'évoluer vers ce qu'il sera, mais qu'il n'est pas encore. Bon. Donc ça, l'aspect, la recherche scientifique là-dessus, elle suppose toutes ces recherches, y compris psychologiques, y compris, ça a été dit cet après-midi dans une des séances, quel pourcentage de malades, de gens qui sont considérés comme un tiers de ceux qui sont en prison, relèvent de soins en général et d'interventions psychologiques. Alors chez les jeunes, c'est très accablant, c'est très frappant. Et beaucoup ne veulent pas aller voir le psychologue. J'en ai vu combien qui m'ont dit « Non, je ne suis pas malade, je ne suis pas fou ». Et 2 ou 3, je les ai convaincus en leur disant « Écoute, tu n'es pas malade, mais vraiment, tu vas mal. Et ça ne te fera pas de mal, ça te fera du bien. » Et finalement, ça a marché quelquefois. Bon. Donc toutes ces sciences qui s'entremêlent, ça peut être une criminologie d'avenir. Mais il y a une autre criminologie politicienne, qui est un filon populiste, un filon démagogique, qui renie toute science, toute rationalité, toute réalité dans les fournitures de statistiques, qui s'appuie sur des arguments faux, et qu'on a vu se révéler, alors là, ces derniers jours à l'Assemblée, ces 3 derniers jours, c'était un festival. On aurait dit que c'était des travaux pratiques pour les étudiants du professeur Danet. Hein. Tout ce qu'on a pu dire. Alors, qui affecte une compassion pour la victime. Tout le monde peut avoir une compassion pour la victime. Mais qui s'est manifesté dans le passé souvent en voyant les précipités sur les lieux du crime comme si ça allait arranger quelque chose et mettre en avant tout ce que l'on peut faire pour provoquer la peur en feignant de vouloir lutter contre la peur. Cette politique-là, en France, elle empoisonne l'atmosphère. Il n'y a pas qu'en France. En Suisse, j'y étais, en Belgique, en Allemagne aussi. Dans tous les pays d'Europe, il y a cette tendance. En France, elle est particulièrement développée. Elle a été un article d'exportation. Elle a été un article particulièrement toxique et je pense qu'il faut répondre à ça par un retour à la rationalité. Alors il y a enfin une criminologie commerciale pour laquelle il y a un marché très rentable, des criminologues qui font des expertises de sécurité au profit d'entreprises, des criminologues, entre guillemets, au profit d'entreprises ou de collectivités locales, ou d'États étrangers d'ailleurs, et qui parfois sont un peu en conflit d'intérêts lorsqu'ils cumulent, par exemple, une chaire au Conservatoire national des arts et métiers, une société commerciale et par ailleurs des fonctions officielles. Mais ça, c'est un aspect qui, j'espère, va aller en déclinant. En revanche, ce qui peut se développer, et ce qu'on peut retenir de votre travail d'aujourd'hui, c'est que l'expertise est toujours un peu suspecte. Bertillon, vous avez cité Bertillon. Bon, Bertillon, il a quand même authentifié le bordereau qui a envoyé le capitaine Dreyfus au bagne. Oui, c'est pas grave pour Bertillon, mais pour Dreyfus, ça a été quand même assez sévère. Bon. Donc, il y a une problématique de l'expertise, de l'étude de la criminologie qui passe justement par l'exigence qu'apporte la pluridisciplinarité. Ça ne peut pas être des juristes seuls, ça ne peut pas être des médecins seuls, des psychologues seuls, ou des sociologues seuls, ou des criminologues seuls qui regroupent en eux-mêmes tout, qui peuvent aider ni la décision des juges, ni la formation des élèves de justice, ni la décision des législateurs, qui, lorsqu'ils présentent des projets de loi, doivent penser à long terme, ni l'opinion qui peut être abusée lorsque on voit en première page de certains journaux, comme c'était le cas déjà au XIXe siècle, un crime épouvantable, par exemple un jeune homme, un moitié fou, qui viole et qui brûle une jeune fille, ce sont des crimes épouvantables, qui font rebondir un débat comme si c'était fréquent et comme si c'était quelque chose qui n'était pas explicable, malheureusement, par une défaillance du service public, un problème de santé mentale. Bon. Évidemment, l'aspiration à la sécurité absolue
elle est folle. Il n'a jamais existé. Il n'existera jamais de société dans laquelle il n'y a aucun délit, aucun crime qui se commette. La seule chose à quoi peut aspirer une politique de sécurité, à quoi la criminologie doit aider, c'est à réduire au maximum, et parmi les moyens pour réduire le risque, il y a effectivement le traitement des jeunes pour les empêcher de devenir des petits voyous, de devenir des grands voyous. Le traitement des récidivistes pour empêcher celui qui est en prison, emprisonné et libéré d'un seul coup, dans des conditions mauvaises, de récidiver. Pour empêcher aussi le sentiment d'impunité, parce qu'il y a quand même, je le dirais pour conclure, un certain nombre de récidivistes, de multirécidivistes, qui ont un grand sentiment d'impunité. Je ne parle pas des jeunes, je parle de la grande délinquance financière. Il y a très peu de jeunes mineurs qui se livrent à la grande délinquance financière, pour des raisons que tout le monde peut comprendre. Mais il y a des gens qui se livrent à la grande délinquance financière avec un sentiment d'impunité immense, d'autant plus que lorsque, il n'y a pas très longtemps, un ancien président de la République, ancien ministre du Budget, ancien Premier ministre, a été condamné pour détournement de fonds publics à 2 ans de prison avec sursis. Je peux vous dire qu'à ce moment-là, ce jour-là, parmi un certain nombre de jeunes qui étaient poursuivis et qui étaient exposés à faire 2 ans de prison ferme pour avoir récidivé dans des vols de portables, le sentiment que la science juridique bégaye était en France particulièrement ressenti chez les jeunes, pas seulement chez les jeunes, chez les magistrats de la jeunesse et chez les avocats qui s'en occupent. Parce que la grande criminalité, la grande délinquance, c'est avant tout une affaire d'adultes. La criminalité, c'est très peu de choses à l'intérieur de la criminalité générale. Je crois que c'est 2000 par an, des arrêts d'assises, des décisions d'assises. Bon, alors qu'il y a 500 000 décisions de la justice pénale par an. Mais c'est évidemment très frappant, parce que le crime de sang, le crime sexuel, le crime atroce, il émeut, il bouleverse. Et évidemment, si on réagit uniquement à l'émotion ou au bouleversement, on peut être amené à dire « Ah, on va faire une nouvelle loi, qui d'ailleurs, à Nantes même, il y a quelques années, il y a eu un drame épouvantable qui a provoqué une nouvelle loi. » Bon, en revanche, la réflexion méthodique, scientifique, l'étude de statistiques exactes, et c'est très difficile de faire des statistiques exactes en matière de délinquance, parce que moi, je me suis fait un jour engueuler par Mitterrand parce que j'avais doublé les effectifs de lutte contre la drogue à Paris. Le résultat, c'est que les faits constatés, c'est-à-dire les statistiques de la police sur les arrestations de petits dealers de drogue ont été multipliées par 3. Alors il m'a dit, mais depuis que vous vous occupez de la police, il y a de plus en plus de drogue. Je dis non, on remonte des filières lentement. Or, la lutte contre la drogue, la vraie lutte contre la drogue, elle ne peut pas être l'action de la police, ni de Nantes, ni de Paris seul, ni de France. La vraie lutte contre la drogue, c'est la réflexion d'abord sur les origines du fait qu'il y a des pays où la drogue est devenue une production extrêmement rentable. Et c'est la lutte contre des filières internationales qui sont menées par un petit nombre de gens extrêmement riches, extrêmement puissants, qui dans certains pays ont de véritables petites armées, qui ont des flottes, etc. Et ça, c'est quelque chose qui fait que par rapport à ça, quand on arrête un gosse pour l'usage du shit dans des conditions qui sont légales en France, qui sont d'ailleurs très souvent les juges passent ça à l'as, bon. On se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas du tout, parce que la drogue est un vrai fléau. Et la lutte contre la drogue n'est pas organisée sur le plan international. La société internationale en parle, mais l'action politique internationale n'en parle pas. Et ça, il n'y a que des criminologues, des spécialistes de criminologie pluridisciplinaires montrant que l'histoire, la géographie, le commerce international, le droit, et pas seulement le droit pénal, le droit commercial, le droit financier, le droit fiscal, pour remonter ces filières. C'est moi qui ai été à l'origine de ce qu'on appelle le TRACFIN. C'est un service qui permet de traquer des mouvements financiers louches. Mais si ce n'est pas poursuivi au niveau international, vous avez des gens qui vivent des jours heureux. Et donc je pense que vraiment, je félicite tous ceux qui font ça. Et j'espère que les étudiants qui sont là et qui en bénéficient contribueront à faire changer, pas seulement le droit français, mais la position de la société française vis-à-vis d'un droit qui est à la fois un des droits les plus durs et les plus tendres. Il est un droit dur puisqu'il envoie des gens en prison. Et il est un droit tendre puisqu'il essaie d'exprimer une compassion de la société envers des gens qui ont souffert parfois un dommage irréparable. Un dommage irréparable. Le viol, même le cambriolage brutal, la destruction d'une maison, ce n'est pas réparable en argent. Il y a des délits dans le droit du travail auxquels je m'intéresse de plus en plus, qui ne sont pas réparables. Le licenciement injuste
d'une femme qui perd son boulot, qui pendant 3 ans va plaider, qui se trouve en très grande difficulté, si 3 ans après, on ne la réintègre pas, mais qu'on lui offre une rémunération correspondant à quelques mois de dommages-intérêts, on n'a pas réparé le dommage. Donc il y a beaucoup de délits ou de crimes économiques qui ne sont pas réparables. Et pourtant, la société doit s'occuper à la fois de punir le criminel et de le traiter pour qu'il ne recommence pas, et de réparer le dommage subi quand on le peut, et surtout de rassurer la société en essayant de montrer une vision équilibrée, philosophiquement fondée sur un optimisme raisonnable et sur un pessimisme rationalisé également, ce qui n'est pas le cas dans la France d'aujourd'hui, mais vous y contribuerez sans doute. Merci. Merci. Merci Pierre Jox. Alors, il est 20h15. Nous avons 2 solutions. S'il y a des questions irrépressibles, on peut en prendre une ou 2. Sinon, comme je vois qu'un certain nombre de lycéens notamment ont des impératifs et doivent rentrer assez vite chez eux, on peut aussi assez vite clôturer la séance. Alain Blanc, qui a des impératifs horaires au surplus, me fait signe qu'il veut ajouter quelque chose. C'est ça? Non? Oui. Oui. Bon, je m'aperçois que mon concept de criminologie d'émancipation ne fonctionne pas des masses, mais on va retravailler. Ce que je voudrais dire sur l'aveu, c'est que c'est justement la criminologie qui m'a appris, en tant que magistrat, ayant présidé à la fois les assises et la correctionnelle, d'une part, il y a des gens qui ne peuvent pas avouer et qu'il ne faut pas faire avouer, sinon ils s'effondrent. D'autre part, il y a des gens qui avouent et qui récidivent plus que des gens qui n'avouent pas. Bon. Et il y a d'autre part des gens qui avouent des faits qu'ils n'ont pas commis. Bon. Alors, c'est un sujet complexe, l'aveu. Bon, la deuxième question, je voudrais dire, puisqu'on a parlé du débat parlementaire, c'est que ce que nous apprend la criminologie, mais c'est vrai que je me parle plus d'une criminologie judiciaire ou en rapport avec la justice que de la criminalistique et des sciences forensiques qui ont fait des progrès considérables. Je voudrais dire ma conviction, et c'est pour ça que nous soutenons le projet de loi de Christiane Taubira, en ce qui concerne la contrainte pénale. Mais en même temps, le débat politique est très compliqué et on n'arrive pas, sauf peut-être entre gens qui ont envie d'aborder les choses de manière intelligente, complexe, voire avec des contradictions, on peut démontrer calmement, sans idéologie, que la peine de prison, dans un certain nombre de situations, en particulier pour ceux qui sont condamnés courte peine, et peut-être précisément pour des récidivistes, ne sert strictement à rien, conduit à la récidive de nouveau, alors qu'une peine de contrainte pénale peut faciliter le processus dont Martin Herzog-Evans a parlé, mais dont personnellement je suis beaucoup plus intéressé par la manière dont Marwan Mohamed en parle, à savoir dire que c'est un processus et que pour que quelqu'un décide à un moment donné de sortir de la délinquance, il faut mettre en place un certain nombre de choses qui tiennent à la manière dont les institutions s'organisent pour recevoir les gens, pour les écouter, pour les respecter, pour s'appuyer sur leurs éléments de personnalité positifs, pour leur proposer des objectifs, pour leur accorder des droits. Tout ça, c'est un petit peu plus compliqué que la dissuasion, c'est un petit peu plus compliqué que la prison, mais c'est beaucoup plus efficace, et c'est la criminologie qui nous l'a appris. Voilà. Merci Alain Blanc. On va considérer qu'il a répondu à 2 questions. Qu'en est-il de l'aveu? Et à l'instant, une autre question aussi sur le projet de loi en cours de discussion au Parlement, sauf si Monsieur le Vice-président me fait un signe contraire. Je pense qu'il est temps de clôturer nos travaux, n'est-ce pas? Oui. Alors, je suis absolument désolé, je vous ai donc fait une promesse de Gascon. Nous n'allons pas avoir le temps pour un dialogue, mais vous avez compris à quel point ce que nos invités ont apporté était riche. J'allais dire que pour nous, enseignants-chercheurs à l'Université de Nantes, à partir de ce qui nous a été dit ici, le travail commence. Nous allons tenter de faire vivre la criminologie telle que nous la concevons, un champ de recherche pluridisciplinaire, une criminologie qui travaille sur le phénomène criminel, mais aussi sur la réaction
au phénomène criminel, une criminologie d'émancipation. Alain Blanc a dû nous quitter, mais je pense que sa formule est juste. Une criminologie critique aussi. Et puis, bien sûr, pour terminer, je veux remercier nos invités qui ont accepté de venir nous livrer ici leurs réflexions devant un très large public. Ils ont fait la preuve de ce que des spécialistes peuvent être passionnants sans renoncer aucunement à la rigueur de la pensée. Merci à vous toutes et à vous tous. Et puis, merci aussi à vous d'être venus nous écouter, qui avez montré aussi que la recherche universitaire intéresse les citoyens. Merci.